Donc, les empires tentent de se réformer et n'y parviennent pas. Le résultat, c'est soit qu'ils se font manger par les Occidentaux, c'est-à-dire par ceux qui sont déjà plus avancés commercialement et économiquement et qui ont envie de manger les autres pour y vendre leurs produits et pour les façonner à leur manière, soit comme les Russes, ils font une révolution et ils réussissent en fait à résister à la pression des Européens qui arment en fait qui arment des troupes, enfin, ou qui soutiennent les troupes qui sont fidèles à l'ordre ancien, à l'ordre tsariste. Les bolcheviks gagnent, et quand ils gagnent, ils reconstituent donc l'Empire. Et d'ailleurs, vous voyez que cette histoire de reconstitution de l'Empire, c'est une problématique qui est toujours vivante dans la Russie actuelle, puisque à la suite de la dissolution de l'Union soviétique en 1990 et de la reconstitution de la communauté des États indépendants, en fait, la Russie avait perdu le contrôle direct d'un certain nombre de pays, mais il n'a pas dû vous échapper que dans la période récente, la question de la reprise en main des voisins de la Russie s'est posée. Il y a quand même eu des choses compliquées autour de l'Ukraine, où il y a eu une intervention militaire de troupes dont on peut penser qu'elles sont des soldats russes pas en uniforme de l'armée russe. Et puis même beaucoup plus récemment, on a vu que des affrontements entre Arméniens et Azéris, enfin azerbaïdjanais, il faudrait dire, puisque c'est en tant que citoyen de l'Azerbaïdjan, cette confrontation a été médiée par la Russie, qui de fait s'est imposée comme le garant de la paix. Voilà. Donc la Russie est d'une certaine manière le seul empire qui a réussi à traverser la période avec des difficultés manifestes, mais sans se dissoudre complètement et sans avoir à renaître de ses cendres. Bon, donc, si vous voulez, ce mouvement général qu'on avait vu, où les empires, au début de notre histoire, ils sont perçus comme extrêmement puissants du point de vue économique, et puis ils sont critiqués pour la faiblesse de leurs institutions politiques. Et puis la faiblesse de ces institutions politiques, ça se traduit quand même par des difficultés économiques et sociales qui vont jusqu'à l'effondrement des ordres politiques. Bon, c'est pas absolument inintéressant comme destinée, même si par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'en France, en matière d'effondrement des institutions politiques, vous vous souvenez qu'on a une monarchie qui est bouleversée par une révolution, qui devient une monarchie constitutionnelle, et puis un régime d'assemblée, et puis après on a la terreur, et puis après on a le directoire, et puis après on a le consulat, et puis après on a l'empire, et puis après on a la restauration, et puis après on a les 100 jours. Bref, ceci n'était pas pour dire que les difficultés politiques sont le privilège des empires, mais qu'en gros les empires ils s'en sortent pas bien. Voilà. Bon, d'un certain côté, c'est pas absolument, c'est pas absurde qu'une entité politique beaucoup plus grande et avec une moins grande cohésion ait plus de difficultés à changer, n'est-ce pas? Mais cela dit, là, on est un peu au-delà de l'histoire économique, même si on voit que les difficultés économiques conditionnent d'une certaine manière les difficultés politiques et sociales. Bon, et puis, on avait commencé à s'intéresser aux Amériques, qui en fait, au moment où on saisit la grande divergence, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, de fait, les Amériques sont intégrées à des empires. Il y a d'un côté l'Empire espagnol, qui concerne à peu près, enfin, au plus des 2 tiers de la surface des Amériques. Il y a un peu un bout de l'Empire portugais, qui est un empire plus modeste par sa taille, mais pas moins existant au Brésil. Et puis, il y a une partie de l'Empire britannique et de l'Empire français, enfin, de ce qui commence à être l'Empire français, dans la mesure où il y a un empire colonial français. La preuve, ce sont les Caraïbes. Ce qu'on avait vu, c'était que, en fait, ces Amériques étaient très diverses. Elles sont très diverses à la fois par leur géographie, c'est pas un secret puisque ça s'étend entre les deux pôles. Il y a des plaines, il y a des montagnes, il y a de la forêt tropicale, il y a tout ce qu'on veut là-dedans, des hauts plateaux. Mais elles sont aussi très diverses par leur mode de mise en valeur. Et on avait commencé à évoquer une première forme d'économie qui était l'économie sucrière. Et donc, de fait, le premier mode, le mode le plus voyant de mise en valeur ou d'exploitation des Amériques, enfin du Nouveau Monde, quand les Européens arrivent, c'est d'y cultiver des cultures d'exportation qu'on ne peut pas cultiver en Europe. Et évidemment, on les cultive comment? Avec du travail forcé, qui est du travail esclave, qu'on va saisir en Afrique.
Bon, alors, ça, c'était un premier mode de mise en valeur, mais en fait, il n'y a pas que des colonies sucrières en Afrique, aux Amériques. Et non seulement il n'y a pas que des comédies sucrières, il n'y a pas que, pardon, que des colonies sucrières, mais une partie de l'histoire des Amériques, bah, il y a l'histoire des conquistadors espagnols, mais ça, c'est très peu de monde dans un empire aztèque en plein effondrement sous l'effet des maladies en particulier. Il y a l'histoire des pèlerins du Mayflower, dont on va évoquer les suites tout à l'heure. Et puis, évidemment, quand on pense à l'Amérique du XVIIe siècle, on pense aux pirates des Caraïbes. Et cette histoire des pirates des Caraïbes, c'est pas une histoire complètement absurde, nulle. Enfin, je veux dire, elle a une intersection avec la grande histoire. Euh, alors, on va faire on va faire un petit excursus. En fait, la principale source sur les histoires des pirates des Caraïbes, c'est le récit autobiographique d'Esquemelin. Donc l'histoire des aventuriers flibustiers qui se sont signalés dans les Indes. Il faut savoir en fait que donc ce texte dont vous avez pour lequel vous avez un lien là qui est dans le cours. En fait, ce texte, il a été publié en France en 1686, vraisemblablement à Amsterdam, parce que vous savez que Amsterdam, ça a l'avantage qu'on peut y publier ce qu'on veut, alors que si vous publiez en France, vous avez des problèmes avec la censure ecclésiastique, après vous avez des problèmes avec la censure monarchique, donc on peut vous mettre en prison, enfin vous enfermer à la Bastille. Il suffit d'une lettre du roi pour vous enfermer à la Bastille, ce qu'on appelle une lettre de cachet. Bref, publier en France, c'est que des ennuis, d'accord. Donc l'essentiel de l'édition dans l'Europe du XVIIe siècle, c'est Amsterdam. Qu'est-ce que raconte Esquemelin? Esquemelin, il raconte très exactement la vie d'un engagiste européen. Alors, c'est quoi un engagiste européen? C'est quelqu'un qui s'est engagé à devoir un certain nombre d'années de sa vie en échange du passage vers les Caraïbes, vers le Nouveau Monde. Et dans le cas d'Esquemelin, comme il s'est engagé auprès d'un Français, la durée de l'engagement, c'est 3 ans. Ça veut dire concrètement, on le fait passer aux Caraïbes, et puis ensuite, pendant 3 ans, il est comme un esclave. Alors, pour celui qui lui a offert le voyage, mais qui en général va le revendre à l'arrivée. Bon, c'est relativement clément parce que le régime de l'engagisme en droit chez les Anglais, que les Anglais appellent indenture, c'est 7 ans en général. Donc, quand le prix du billet, c'est 7 ans de travail à l'arrivée. C'est long quand même, hein, 7 ans. C'est long 7 ans quand on n'est pas payé. C'est long 7 ans quand on ne travaille pas 35 heures par semaine, mais plutôt 60. Et c'est long 7 ans quand l'espérance de vie, vous vous souvenez, est de 28 ans. D'accord? Ça veut dire que vous y passez quand même un quart du temps que vous passez sur Terre. Et à la sortie de l'adolescence, ça fait même peut-être la moitié, pas loin de la moitié de votre vie adulte. Voilà. Euh, donc, donc, euh, donc l'engagisme, et alors il se trouve quand même des engagés pour partir. Et alors le Esquemelin en question, il est quand même fameux. Non, mais ça vaut le coup de lire le texte d'Esquemelin, d'abord parce que c'est un roman de piraterie. Donc qu'est-ce que c'est la vie d'Esquemelin? C'est un gars c'est le fils d'un apothicaire protestant de Normandie. Donc un apothicaire, c'est un pharmacien, d'accord? C'était comme ça qu'on appelait les pharmaciens. Qu'est-ce que ça fait un apothicaire? Comme un pharmacien avant que les pilules se trouvent dans des petites boîtes, il fabrique les préparations magistrales, c'est-à-dire il fabrique les médicaments. Et ce fils d'apothicaire, il voudrait rester dans le milieu paramédical, mais il n'a pas les moyens de faire des études de médecine. C'est compliqué de faire de médecine. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il décide de faire des études de chirurgie. Il décide de faire des études de chirurgie, et ces études de chirurgie, il va les faire à Amsterdam. Mais la chirurgie, c'est pas un métier très prestigieux, puisque en fait, la corporation des chirurgiens en France, c'est la même que celle des barbiers. Donc, concrètement, les chirurgiens, pour l'essentiel, c'est ceux qui crèvent les abcès et qui arrachent les dents, et qui accessoirement vous rasent. D'accord. Donc, en gros, tout ce qu'on peut faire avec, non pas une lame de bistouri, mais une lame de rasoir. Euh, voilà. Seulement, il ne termine pas ses études de barbier ou de chirurgien parce qu'il est jeune et qu'il a la santé, et donc il se décide à quoi? À s'engager pour partir dans le Nouveau Monde. Et quand il arrive dans le Nouveau Monde, en fait, donc il part, il a une vingtaine d'années, il arrive à la Tortue. La Tortue, c'est dans le pays qui est maintenant Haïti, mais à l'époque, on appelle Saint-Domingue cette île sur laquelle il y a des francophones, des hispanophones, des anglophones, enfin bref, le monde entier.
Et il arrive le 7 juillet 1766, et en fait, il est acheté au patron du navire par un employé de la Compagnie des Indes, qui en fait un défricheur, alors que lui, il a fait ses études de chirurgien et qui voudrait bien compléter sa formation. Au bout d'un an, il tombe malade d'épuisement, et son maître refuse de le soigner parce que c'est toujours pareil, il vaut mieux acheter des esclaves plutôt que s'en occuper. Hein, il y a un régime de l'obsolescence programmée, mais en fait, vous vous rendez compte que le régime de l'obsolescence programmée, c'est pas un complot. C'est que c'est moins cher d'acheter un truc tout neuf que d'en fabriquer, que de réparer le vieux, d'accord? Donc le maître voudrait bien le laisser crever et puis en racheter un nouveau. Coup de chance, il y a un maître chirurgien qui va le racheter et qui va à la fois finir sa formation et le traiter suffisamment bien pour que, à la fin de son contrat, donc il lui restait 2 ans à tirer, eh ben, il soit libéré et puis il puisse choisir la vie qu'il va mener. Et alors, ce qu'il fait, c'est qu'il choisit de rejoindre les boucaniers. Les boucaniers, c'est quoi? C'est des espèces de semi-clandestins enfin, c'est des braconniers, quoi, qui chassent quoi? Qui chassent des vaches, parce qu'il y a des vaches sauvages à Saint-Domingue. Parce que quand les Espagnols sont arrivés à l'époque de Christophe Colomb, ils sont arrivés avec des vaches qu'ils avaient sur les bateaux. Ils ont mis les vaches à paître, mais ils n'avaient pas de clôture, et donc les vaches se sont échappées dans la nature, elles se sont reproduites librement. Et donc, il y a des troupeaux de vaches sauvages. Et donc, les boucaniers, ils attrapent les vaches sauvages, ils les tuent évidemment, ils les dépecent, ils les font sécher, ils les fument, et ils vendent ça aux équipages des bateaux qui font escale. Voilà. Mais bon, assez rapidement, Esquemelin trouve que la vie de paysan, même de paysan du Nouveau Monde, c'est quand même un peu pépère, et il voit passer des flibustiers. Et c'est là que l'histoire démarre vraiment, parce qu'il rejoint le camp des flibustiers. Alors, les flibustiers, en fait, c'est une déformation française du néerlandais Freibeuter. Et Freibeuter, enfin, vous entendez bien que c'est la même chose qu'en anglais freebooter, d'accord, et avec boot au sens de ce qu'on prend, d'accord, des coffres qu'on vide, d'accord. Donc en gros, c'est celui qui fait du butin librement. Hein. Et donc celui qui fait du butin librement, ça s'appelle, enfin c'est un euphémisme pour dire un pirate. Puisque je vous rappelle que pirate, c'est juste une condamnation, d'accord. Un pirate, c'est la justice qui vous reconnaît pirate, et dans ce cas-là, c'est la peine de mort. Mais quand vous-même, vous vivez de, comment dire, de vos rencontres avec les honnêtes citoyens et de ce que vous réussissez à les convaincre de vous donner, parfois par les armes naturellement, vous ne vous intitulez pas un pirate, vous dites que vous êtes un homme libre, un flibustier, un routier, voilà. Bon, donc en fait, pendant 8 ans, Esquemelin est chirurgien de bord pour des équipages pirates. Et ça, il le raconte. Il le raconte, et donc il raconte à la fois l'organisation, enfin la vie sur le navire, l'organisation des pirates avec les fameuses chartes parties qui définissent en gros le code de conduite et puis les indemnités auxquelles on a droit quand on se fait crever un œil, couper la langue, arracher un pied, et ainsi de suite. Enfin bon, les joyeusetés de la vie des pirates, n'est-ce pas? Et puis il raconte surtout ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire les expéditions contre les Espagnols. Et donc, la capture. Alors, il est dans l'équipage de Henry Morgan, qui est quand même l'un des plus grands pirates anglais avec Drake. D'accord, et donc, il raconte la capture de Puerto Príncipe, de Maracaibo, de Puerto Bello, qui est en fait, le Puerto Bello, c'est le port où arrive l'argent du Potosi. On va reparler du Potosi, d'accord, mais c'est de là que part la flotte au trésor espagnol. Vous savez, ces galions qui, une fois par an, amènent l'argent des Amériques en Espagne. Et donc, capturer la Treasure Fleet, la flotte au trésor, c'est le truc mythique, d'accord. Donc ça Esquemelin le raconte. Bon, et alors la suite, on est à peu près sûr qu'en fait, c'est pas vraiment lui qui l'a écrite, c'est-à-dire que l'édition originale en néerlandais, alors que vous pouvez lire, mais c'est moins drôle le néerlandais à lire, d'autant plus que DeepL ou Google Translate ne vous seront pas d'une grande aide, parce que c'est du néerlandais du XVIIe siècle, et c'est quand même très différent du néerlandais contemporain, parce qu'au XVIIe siècle, il y avait encore des déclinaisons en néerlandais. Bref, vous pouvez lire la version française, mais elle est en grande partie inventée. Mais c'est quand même la source c'est de là que vient l'inspiration de Pirates des Caraïbes, d'accord, de la série. Enfin, d'abord de l'animation Disney, et puis ensuite de la série. Et donc l'idée, enfin ce que raconte le truc en français, c'est que donc après les pillages des grandes villes du continent du Spanish Main, donc du continent espagnol, où arrivait la flotte de l'or et puis la flotte au trésor,
Esquemelin est rentré aux Pays-Bas, il a acheté une maison, il a fait sa vie, et puis l'air du large l'a repris, et il a remonté une expédition où, au terme de laquelle il aurait pillé Carthagène des Indes, Cartagena de Indias, qui est la principale ville de l'actuelle Colombie, d'accord, pas la principale ville en général, mais la principale ville sur le golfe des Caraïbes. Et c'est une énorme place forte, hein, Carthagène des Indes. Donc, piller Carthagène des Indes, c'est le mythe absolu. Mais le type qui a étudié sérieusement Esquemelin, là, Camus, Michel Christian Camus, a montré qu'il était impossible que Esquemelin ait effectivement été au siège de Carthagène des Indes de 1697. Donc, ce qui est la preuve que cette histoire est romancée. Donc, ce n'est pas tout à fait de l'histoire, c'est plus une histoire. Mais encore une fois, c'est d'une lecture agréable. Bon, et puis ce qui est certain, c'est que qu'il ait ou non pillé Carthagène des Indes, il est rentré effectivement aux Pays-Bas pour y mener le restant de ses jours, pour la raison simple qu'il était d'origine protestante, et après 1685, la France, c'est mort pour les protestants, puisque comme vous le savez, Louis XIV a révoqué en 1685 l'édit de Nantes, par lequel Henri IV avait offert aux protestants des places de sûreté et des conditions raisonnables d'existence dans le royaume de France. Louis XIV reprend sa croisade intérieure, et donc les protestants sont priés d'aller voir ailleurs, sinon ils se font couper en petits morceaux, ce qui fait évidemment la joie des Néerlandais, des Prussiens, de toute l'Europe, qui récupèrent des gens formés, travailleurs, et donc qui vont contribuer au progrès de toute l'Europe au détriment de la France. Alors, le cas d'Esquemelin est un peu particulier, mais comme vous le savez, il y a beaucoup de Français. Alors, les tisserands vont plutôt en Suisse et en Allemagne du Sud. Les lettrés vont plutôt à Londres ou à Amsterdam, mais enfin bon, les Français s'en vont. Bon, alors de cette histoire, on retiendra quoi? Que manifestement, Esquemelin, il n'est pas très préoccupé de réinvestir l'argent qu'il gagne aux Caraïbes même. Pourquoi? Parce que les conditions de vie aux Caraïbes font que c'est la guerre permanente entre les pirates, les commerçants, les flottes militaires qui essayent de mettre fin au piratage, etc. Bon, bref, en gros, le commerce avec les Caraïbes, c'est un commerce extrêmement risqué, et quand vous gagnez du pognon, vous allez le dépenser en Europe. À partir de 1690, les pays européens vont envoyer des flottes militaires suffisantes pour ramener l'ordre, d'accord. On envoie les navires de ligne. Alors, quand on dit un navire de ligne, jusqu'au 19e siècle, c'est pas le navire d'une ligne commerciale, c'est pas un paquebot. Un navire de ligne, c'est un navire qui se tient dans une ligne de navires de guerre, puisque la guerre navale, ça consiste à aligner des navires pour que tous y puissent tirer une bordée, c'est-à-dire qu'ils aient tous les canons qui pointent du même côté. En anglais, ship of the line, ça veut dire, donc en fait, c'est les plus gros navires de combat. C'est les navires qui sont au-dessus des frégates. Donc, c'est l'équivalent du cuirassé après. Voilà. Donc, les pays occidentaux vont se soucier quand même des conditions de fonctionnement des Caraïbes, vont envoyer des navires de ligne pour que ce ne soit plus les pirates qui aient la haute main, et de fait que l'activité économique puisse se développer de manière plus régulière et harmonieuse. Ouais, c'est bon d'être flibustier, mais malheureusement, c'est un rêve de garçon qui n'existe plus beaucoup. Il n'y a plus d'espace pour ça, pour cette liberté-là. Peut-être la finance, peut-être le big data, je ne sais pas, l'exploitation des données personnelles des autres. C'est peut-être ça la flibuste moderne. Donc la baisse de l'activité des flibustiers, ça va permettre la stabilisation et la régularisation de l'activité économique, mais néanmoins, ceux qui font du commerce ou ceux qui gagnent de l'argent aux Caraïbes n'investiront toujours pas aux Caraïbes, ils continueront de dépenser leur argent en Europe, ce qui veut dire que la santé, l'alphabétisation, le bien-être des populations locales ne progressera jamais. Voilà. Bon, bref, alors, ce mode de mise en valeur, si on peut dire, du Nouveau Monde, il n'est pas propre à la Caraïbe, parce qu'en fait, on va voir qu'il y a de l'exploitation sur ce mode-là, au Brésil par exemple, mais on va aussi en trouver au sud des États-Unis. C'est-à-dire ce modèle économique qui consiste à aller chercher des esclaves en Afrique pour leur faire produire des cultures d'exportation qui vont être vendues en Europe ensuite, c'est quand même le premier mode de mise en valeur des Amériques par les Européens.
Et ça va continuer, y compris après les indépendances. Voilà. Et dans le cas du Brésil. Alors, ça marche plus ou moins bien parce que ce qu'on a vu, c'est que le Brésil, c'est le premier endroit aux Amériques où on commence à cultiver la canne à sucre, hein, puisque c'est les Portugais, en fait, qui avaient déjà accoutumé la canne à sucre à São Tomé et Príncipe. Donc, ils vont faire de même au Brésil. Le problème du Brésil, c'est que c'est loin de l'Europe. Et donc, comme c'est loin de l'Europe, bah, c'est pas, la position commerciale n'est pas, pas très commode. Et donc, les Caraïbes, ce sera mieux. Alors, question, est-ce qu'il y a d'autres modes de mise en valeur de ce continent nouveau? Et réponse, oui, bien sûr. Il y a d'autres modes de mise en valeur. Alors, en fait, le mode sucrier, enfin, c'est le mode plantation, où on fait d'abord du sucre, et puis ensuite du tabac, et puis ensuite du cacao, et puis ensuite de l'indigo, et puis en bref, toutes les cultures tropicales, ça n'intéresse de fait que les franges côtières. Pourquoi? Parce qu'on a vu que sinon, on est trop loin. Et alors, question, qu'est-ce qu'on fait avec tout le reste? Parce que quand même, il n'y a pas que des côtes aux Amériques, d'une part. Et puis en plus, ce qu'on a vu, c'était que la population, pour l'essentiel, elle n'est pas sur les côtes, elle est sur les plateaux. Pourquoi elle n'est pas sur les côtes, elle est sur les plateaux? Parce que sur les côtes, il y a des moustiques. Les moustiques, c'est épouvantable parce que ça trimballe la malaria. De toute façon, la malaria, on n'y comprendra rien du tout avant les années 1910, puisque les premiers médecins qui vont comprendre le vecteur de la malaria, c'est les médecins anglais des années 1900-1910. Donc, la malaria, c'est l'enfer, ça rend les côtes insalubres, on ne sait pas la soigner. En fait, le seul truc qu'il y a avec la malaria, c'est pratiquement la sélection naturelle. Que ceux qui vivent sur la côte, c'est ceux qui ont survécu aux moustiques. Donc, de fait, les Indiens, ils sont plutôt réfugiés sur les plateaux. Et donc, soit on importe des Noirs d'Afrique qui vont mourir de la malaria, soit on essaye, c'est ce que les Espagnols vont essayer de faire aussi, soit on essaie d'exploiter les Indiens des plateaux. Alors, le mode d'exploitation des Indiens des plateaux est très différent. Il est très différent d'abord parce que les Espagnols ont... En fait, les Espagnols, ça marche assez peu pour eux. Ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'exploitation du sucre, qu'ils laissent plutôt aux anglophones, aux francophones, aux néerlandophones et même un peu aux portugais. Les Espagnols ont une vision complètement différente de la question de la colonisation. La première chose, c'est qu'ils sont complètement obsédés par l'évangélisation. Et donc, ils mettent en avant les ordres religieux qui vont s'employer à convertir, à partir du moment où on aura réglé la question de l'existence de l'âme des Indiens, n'est-ce pas? Parce que bon, s'ils n'ont pas d'âme, ce n'est pas la peine de les convertir. Mais une fois que la controverse de Valladolid a réglé le sujet, les Indiens ayant une âme, il faut les convertir. Ça, c'est l'article 1. Article 2, ils sont bien gentils, ces Indiens, mais ils parlent des trucs invraisemblables, on va leur apprendre l'espagnol. Alors ça, quand on y pense, c'est quand même un truc très étrange. Enfin, très étrange. Par comparaison avec la France, dans les colonies françaises, on parle créole, c'est-à-dire on parle une langue qui n'est pas... à l'oreille, ça peut ressembler un peu au français, mais enfin, c'est quand même assez accommodé de pratiques locales. Et quand vous y pensez, c'est pas le même créole à Haïti, qui a quand même été français un certain temps, aux Antilles françaises, et d'ailleurs, c'est pas le même créole à la Martinique et à la Guadeloupe. Et puis, c'est pas non plus le même créole à la Réunion, qui n'a rien à voir avec les Amériques, bien sûr, mais enfin, où il y a aussi eu des Français. En fait, les Français ne sont pas extrêmement sous... Alors que par ailleurs, les Français se gargarisent d'avoir créé l'école laïque, obligatoire, etc. Donc, on ne peut pas dire que dans les colonies, ils se soient beaucoup souciés de créer un modèle de république intégrée. Bon, ça viendra avec la République. Mais dans un premier temps, dans les pays dominés par les Français, il n'y a pas. Alors que les Espagnols, ils apprennent l'espagnol à tout le monde, et il n'y a pas de créole espagnol. Enfin, il y a évidemment des pidgins locaux, mais et il y a évidemment des mots locaux. C'est-à-dire que de fait, au Venezuela, on va employer des mots qu'on n'emploie pas au Mexique. Mais il n'empêche que tout le monde parle espagnol. Et ça, c'est quand même probablement lié aussi à l'action d'évangélisation. Bon, mais alors, à côté de ça, les Espagnols sont complètement obsédés de normer ce qu'ils font, enfin leurs relations, ou même la position de chacun dans une société imaginaire à travers ce qu'on appelle les castes. Et alors les castes, ce qu'on appelle les castes dans une société comme la société indienne, c'est lié essentiellement à l'activité économique de chacun. D'accord? Il y a des activités qui sont impures, parce que par exemple, vous êtes boucher, vous êtes éboueur, c'est pas bien, enfin, c'est sale, c'est risqué, ça vous met à l'écart de la population, et donc vous êtes considéré comme un paria.
Chez les Espagnols, du Nouveau Monde, les castes, c'est uniquement lié à votre, en gros, le degré de pureté de votre sang. Évidemment, la pureté absolue étant d'être un espagnol. D'accord. Et donc, quand on mélange l'espagnol avec quoi? Ben, vous voyez là, espagnol con India, ça donne un mestizo, donc un métis. Ensuite, mestizo con española, ça donne un castizo, un châtier. El castizo con española, ça donne un espagnol. Donc, en gros, si vous avez, on a dit, donc si vous avez un arrière-grand-père espagnol et qu'ensuite vous avez une mère et une grand-mère espagnole, alors, avec seulement 3/8 de sang espagnol, vous êtes quand même considéré comme espagnol. D'accord. Mais là, en revanche, là où ça se complique un peu, c'est que tout le monde n'est pas considéré comme espagnol, puisque par exemple, espagnol comme mora, donc un espagnol avec une femme de couleur, vous êtes considéré comme un mulato, un mulâtre, d'accord. Et puis le mulato con l'espagnol, là, ça fait un morisco, un morisque. Morisco con l'espagnol, là, ça fait un chino, un chinois. C'est quand même une conception ethnico-géopolitique spéciale. Le chino con la India, donc le chino, c'est donc celui qui a 3/8 de sang espagnol, le reste étant difficile à déterminer. Quand on le mélange avec une indienne, ça fait un salta atrás, c'est-à-dire celui qui saute en arrière. Pourquoi? Parce qu'il revient aux caractères originaux de la faute originale, qui est qu'il est d'origine de l'autre côté de l'Atlantique. Et ainsi de suite, d'accord. Alors, le délire continue, c'est-à-dire que quand vous mélangez le salta atrás avec la mulatresse, qui est donc la fille de l'espagnol avec l'esclave, ça s'appellera un lobo, un loup, et ainsi de suite. Donc, il y a une espèce d'obsession des mariages interethniques qui dessine une hiérarchie sociale, où, comme je vous le disais, c'est votre degré de pureté de sang, enfin, votre degré d'hispanité, qui va définir votre position dans l'échelle sociale. Donc évidemment, dans ce contexte, alors là j'ai simplifié parce que ça n'en finit pas, d'accord. C'est-à-dire que dans les tableaux des castas complets, il y a en général 64 cases qui expliquent les 64 combinaisons possibles. Il y en a une seule qui fait de vous un espagnol, d'accord. Ou au mieux, il y a un moyen de retrouver un espagnol après le livre dont vous êtes le héros, mais ce n'est pas vous qui choisissez, naturellement, c'est vos parents. Bref, quand on est attentif essentiellement à la pureté du sang, la question de l'activité économique est un peu secondaire, parce que de toute façon, que vous gagniez de l'argent ou pas, quand vous êtes un lobo, vous êtes un lobo, et donc vous ne serez jamais complètement un homme. Or, ceci dit, les Espagnols ne sont pas complètement désintéressés, mais concrètement, ce qu'ils vont faire, une fois qu'ils ont fait construire des églises et appris l'espagnol à tout le monde, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont reconstituer en Amérique ce qui ne marchait pas en Espagne, c'est-à-dire les grandes propriétés terriennes, qu'on appelle d'habitude des latifondia, d'accord, donc des grands domaines, mais que dans le contexte espagnol, on va appeler des haciendas. Et en fait, c'est d'autant plus facile de fabriquer des haciendas que ça permet de récupérer le régime de travail forcé qui était présent dans toutes les régions qui étaient dominées par un empire, soit l'empire inca, où le travail forcé s'appelle la mita, soit chez les Aztèques, où ça ne s'appelle pas la mita, mais peu importe, on va trouver un moyen de continuer le travail forcé. Donc exactement le servage dont on avait parlé pour les Russes, mais qui existait aussi, comme vous le savez, en Europe, puisque les paysans devaient la corvée à leur seigneur. D'accord. Donc en fait, pour l'essentiel, les Espagnols, ils reproduisent le servage médiéval en transformant le régime de travail forcé qui existait dans les empires sur les plateaux. Qu'est-ce qui fonde ça? Pas grand-chose, parce qu'il y a très peu de culture d'exportation sur le plateau central et même dans les montagnes. Et donc, pour l'essentiel, ils vont faire une agriculture de subsistance où ils vont opérer un prélèvement sur la production des paysans. Et ils seront aussi malheureux et aussi misérables même que les paysans qu'ils exploitent. Alors, d'un certain côté, c'est quand même... Non, hacienda, c'est escribe así, ça s'écrit comme ça, pardon. Voilà, on y est. Donc pardon. Oui, donc évidemment, on comprend que c'est compliqué d'exporter à partir du plateau central mexicain, mais alors, de surcroît, c'est pas forcément
le fait de s'insérer dans le commerce international avec le commerce du sucre ne procédait évidemment d'aucun désir humaniste de développer le pays. Hein. C'était juste pour faire du pognon. Donc les Espagnols, ils ne font pas du pognon, euh, ils exploitent les Indiens, mais sans faire de pognon. C'est ni plus ni moins glorieux, c'est comme ça, d'accord. C'est ni plus ni moins glorieux, c'est comme ça, mais de fait, ça distingue un mode d'organisation euh, qui est complètement différent de celui qu'on voit dans les colonies d'exportation. Alors, à partir du milieu du XVIe siècle, je devrais quand même ajouter que les propriétaires terriens, pour l'essentiel du Mexique et du Pérou, mais aussi un peu de Colombie, enfin de la Grande Colombie, c'est-à-dire le territoire de l'actuel Venezuela, Colombie, Bolivie, ces propriétaires terriens vivent tellement mal que ça attire quand même très peu d'Espagnols d'Espagne, de Castille. Et donc, il y a finalement assez peu d'émigration vers les Amériques parce que c'est un mode de vie qui ne fait pas envie. Voilà. Alors que, de fait, les Espagnols, ils peuvent se comporter très mal, arriver au Mexique et dire cette terre m'appartient, maintenant je vais opprimer les Indiens, mais ça ne les excite pas forcément. Et du coup, il y a, même au XVIIe siècle, enfin même au milieu du XVIIIe siècle, il y a plus de la moitié des surfaces qui sont restées aux communautés indiennes. D'accord. Plus de la moitié des surfaces cultivables qui sont restées aux communautés indiennes. Il n'y a pas assez de monde pour approprier tout ça. Alors même que c'est open bar. Bon, à côté de ça, il se trouve qu'on a quand même découvert une source intéressante de richesse au milieu du XVIe siècle. C'est-à-dire qu'en 1545, on a découvert dans le Potosi, c'est dans les montagnes de Bolivie, des mines d'argent. Et puis, pas très longtemps après, on va en découvrir dans la région de ce qu'on appelle les villes coloniales, là, qui sont au nord de Mexico. Donc d'abord Zacatecas, et puis Guanajuato, et puis Sombrerete. Et c'est des mines d'argent qui sont extrêmement productives. Et donc, de ces mines d'argent, on va extraire du minerai et on va le transformer sur place et on va envoyer les lingots en Espagne où ils vont être euh, frappés pour faire des pièces de monnaie. Et donc, on va exporter vers l'Espagne donc la matière première de la production monétaire et de la production d'inflation, puisque ça va se traduire en Espagne essentiellement par de l'inflation, pour une raison qui est évidente, c'est que comme il y a énormément d'argent au sens propre qui arrive en Espagne, et cet argent, cette masse d'argent, elle augmente beaucoup plus vite que la production espagnole, et donc elle fait monter les prix. Elle sert aussi à acheter à l'étranger des biens de consommation, et en particulier des biens de luxe. Mais comme vous le savez, la particularité de l'Espagne, c'est que l'Espagne de Philippe II, enfin de Charles Quint, puis de Philippe II, et puis des souverains successifs, n'a pas réussi à utiliser cette masse d'argent pour développer l'économie. Hein, cet argent est passé comme un feu qui a tout brûlé. Et en fait, l'Espagne s'est installée dans une position rentière où elle dépense au lieu de produire. Bien. Euh, donc, argent qui vient des Amériques. Et là aussi, on aurait pu penser que ça allait permettre de développer les Amériques, puisque ça aurait pu, par exemple, permettre de bien traiter la main-d'œuvre, et donc de former une main-d'œuvre, de créer des écoles, des dispensaires, des universités médicales. Mais en fait, que dalle, tout le pognon part en Espagne. Tout le pognon part en Espagne et les conditions de vie des travailleurs. Alors, les travailleurs ne sont pas très nombreux. Si on regarde le cas de la Bolivie, entre le moment où on commence à mettre en exploitation les mines du Potosi et le moment où elles s'épuisent, à la fin du XVIIIe siècle, il n'y a que 5 à 10 000 mineurs dans le Potosi. Donc ça représente même pas 1% de la population active de la région. Donc c'est très peu en fait. Il faut très peu de monde pour mettre en valeur les métaux précieux. C'est pour ça qu'ils sont précieux d'ailleurs, parce que ça rapporte beaucoup avec pas beaucoup d'efforts. Bon, donc c'est peu de monde, donc ça a peu de travailleurs, ça a un pouvoir d'entraînement limité. Et surtout, ils travaillent dans des conditions absolument épouvantables. Alors, quand je vous dis des conditions épouvantables, la photo là, c'est une photo qui a été prise par Sébastien Salgado, qui est un photographe brésilien, dans une mine d'or artisanale au Brésil en 1986. 1986. Bon, alors c'était le millénaire dernier, d'accord, mais en 1986, il y avait déjà des pays où il y avait une sécurité sociale et la scolarité obligatoire. Vous imaginez que des conditions de travail comme celle-ci ne sont pas exactement propres à ce que, comment dire, les institutions du pays favorisent l'investissement dans la formation de la main-d'œuvre. D'accord. Donc évidemment, le truc, c'est que
les mines d'Amérique, elles ont beau rapporter beaucoup de fric à la couronne d'Espagne, la couronne d'Espagne ne consent aucun investissement dans la main-d'œuvre, dans les infrastructures, dans rien du tout. Et donc, de fait, cette, 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 l'extraction de l'argent, des métaux précieux d'Amérique, ça n'a rien produit que de la souffrance et de la mort, bien sûr, en Amérique, et des dépenses en Espagne. Donc, aucun effet d'entraînement sur l'économie. Voilà. En revanche, de la même façon que l'extraction des métaux précieux a eu un effet inflationniste en Espagne, ça a aussi eu un effet inflationniste sur place. Alors, vous savez, c'est toujours le cas. Quand vous avez de l'extraction de métaux précieux, ça détraque complètement les salaires et les prix. Si vous regardez les ruées vers l'or ultérieures, en particulier la grande ruée vers l'or de 1848 en Californie, le Gold Rush, et puis il y a une deuxième grosse ruée vers l'or à la fin du 19e dans le Klondike. D'accord. Le Klondike, c'est le nord-est du Canada, à la frontière de l'Alaska. Là, la ruée vers l'or du Klondike, c'est un truc fascinant parce que les mecs, ils partent à pied, ils traversent à pied le Grand Nord canadien pour aller dans le Klondike. Et il y a peut-être un jeu de cartes, oui, ça, d'accord, mais il y a surtout une ruée vers l'or dans les années 1895, 1900. Et donc, les gars agissent dans des conditions absolument épouvantables, mais comme ils trouvent de l'or, et comme évidemment, il n'y a pas de supermarché, et puis il n'y a pas Amazon, hein, donc de fait, c'est le mec qui a eu la bonne idée d'apporter une boîte de sardines à l'huile, il va l'échanger contre un lingot d'or. De fait, les gars qui participent à la ruée vers l'or, ils amassent des quantités d'or phénoménales, mais ils sont obligés de donner un lingot pour un jeu de cartes. Et donc, quand la ruée vers l'or est terminée, en général, ils n'ont rien gagné du tout. Enfin, ou plutôt tout ce qu'ils ont gagné, ils l'ont dépensé. Et alors là, dans le Potosi, c'est un peu moins délirant. Mais regardez, on voit que les salaires nominaux, qui ont été encore une fois calculés par Allen, si vous prenez le Potosi, par exemple, les salaires nominaux sont très élevés. Ils sont plus élevés qu'à Londres, on voit les salaires en noir, et puis ils sont plus élevés que partout sur le continent américain. D'accord, on a les salaires du Mexique rural en rouge, les salaires du Mexique urbain en rouge pointillé. Et ben, les salaires du Potosi, alors à la fin du XVIIe, ils sont de 20 grammes d'argent par jour, mais même pendant le XVIIIe siècle, ils sont de l'ordre de 12 grammes d'argent par jour. C'est une fois et demie le salaire mexicain urbain, et c'est plus de 2 fois le salaire mexicain à la campagne, et c'est plus de 3 fois le salaire qu'on peut obtenir en Chine. Donc c'est considérable. Seulement quoi seulement quand vous regardez pardon, où est-ce que j'ai mis ça? Ah ben c'est là. Voilà. Quand vous regardez le welfare ratio, alors le welfare ratio, ça va être ce dont on avait parlé, c'est le ratio de subsistance. Donc c'est le nombre de fois le nombre de fois le minimum vital que vous pouvez consommer. Et ben, ce qu'on voit, c'est que le Potosi, bien qu'il soit beaucoup plus payé que le Mexique urbain, on a dit qu'ils sont payés 2 fois plus que les paysans du Mexique, que les salariés des villes mexicaines. Dans le Potosi, là, c'est toujours en vert. Ils sont payés 2 fois plus, mais leur niveau de vie, c'est un peu moins de 2 fois le niveau de vie de subsistance, alors que dans les villes du Mexique, leur niveau de vie, c'est 3 fois le niveau de vie de subsistance, bien qu'ils soient payés 2 fois moins. On en déduit donc que l'écart des prix, c'est que en étant payé 2 fois moins, vous vivez 1 fois et demie mieux. Dit autrement, en étant payé 13 grammes d'argent par jour, vous arrivez à 2 fois le niveau de subsistance, alors qu'en étant payé 6 grammes ou 7 grammes d'argent par jour, vous arrivez à 3 fois le niveau de subsistance. C'est que les prix sont 3 fois plus élevés dans le Potosi. Voilà. Et les prix sont 3 fois plus élevés dans le Potosi. Pourquoi? Parce que le Potosi, c'est des montagnes au milieu de nulle part, et donc toutes les productions agricoles sont coûteuses, et donc c'est cher de manger. Voilà. Donc de fait, le deuxième, enfin, les modèles de mise en valeur des colonies espagnoles, ça consiste à reproduire l'exploitation latifondière et donc les grandes fermes avec du travail forcé, où il n'y a pas d'investissement et donc la productivité agricole est très mauvaise, et donc c'est pas bien, enfin, c'est nul à la fois pour celui qui possède et puis pour ceux qui y sont possédés. Et puis ça exporte rien, ça ne s'insère pas dans le commerce mondial. Et donc la seule insertion dans le commerce mondial qu'on trouve aux colonies américaines de l'Espagne, c'est pour l'essentiel les métaux précieux, avec un effet inflationniste important, à la fois sur place et en Espagne. Et cet effet inflationniste,
bah, il est la contrepartie du fait qu'il n'y a pas d'effet d'entraînement. C'est-à-dire que si on développait l'économie, ce serait le PIB qui augmenterait au lieu que ce soit les prix. Donc, de Paul, c'est les prix qui augmentent et pas le PIB. Bon, mais ça, c'est une question d'organisation sociale. Monsieur? Mais le troc, à l'époque, ça n'existait plus. Ouais, le troc, ça existe toujours plus ou moins, mais enfin, c'est pas. Vous pensez à quoi en particulier? Bah, les Amérindiens, il n'y avait pas avant l'argent. Ah oui, Il n'y avait pas d'accord. la Ouais. monétisation. L'invention de la monnaie, c'est quand même un truc de société urbaine, pour l'essentiel. C'est-à-dire que ça a du sens d'avoir de la monnaie chez les urbains. Chez les Amérindiens, où il n'y avait même pas d'organisation, enfin, il n'y avait pas de ville, pour la bonne raison que l'agriculture, enfin, les civilisations des Amériques précolombiennes, alors, s'il y avait, chez les Aztèques et chez les Incas, il y avait probablement des trucs comme de la monnaie. Mais chez les Indiens d'Amérique du Nord et chez les Indiens des forêts du Brésil, il n'y avait pas de monnaie. Donc chez les Incas et chez les Aztèques, oui, il y avait des unités monétaires. Pourquoi? Comme ça, parce que vous parliez d'inflation et du coup, je voulais savoir, je me alors, suis dit, ça ne concerne pas tout le monde. alors même, il y avait des unités monétaires. Il faut que je sois encore plus précis. En fait, au Pérou Inca, l'unité monétaire, c'est l'heure de travail forcée. C'est-à-dire ce qui est extraordinaire d'ailleurs, parce que c'est chez Adam Smith et chez Ricardo, vous allez voir que l'unité de mesure de la valeur, c'est l'heure de travail. Donc au Pérou, l'unité de mesure de la valeur, c'est le travail. Mais concrètement, il y a des équivalences entre le travail et puis autre chose, et puis les poids d'or et ainsi de suite. Euh, le truc, c'est que on parle toujours de choses qui sont des processus, d'accord? C'est-à-dire qu'on parle toujours de Christophe Colomb arrive en 1492, et puis Cortés débarque en 1508, et puis la chute de Mexico, c'est 1529, et puis je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Et le fait qu'il y ait un Espagnol qui vienne faire une première hacienda, et puis une deuxième hacienda, et puis une troisième hacienda, et puis ça crée un circuit économique, et on est dans des temps qui sont relativement longs, parce que ça ne va pas très vite, tout ça. Mais l'idée, c'est quand même que vous avez tout à fait raison de le souligner. En fait, l'usage de la monnaie se développe très peu dans les colonies espagnoles, parce que l'argent qui est extrait, il est pour l'essentiel exporté vers l'Europe. L'usage de la monnaie, il se développe aussi très peu, enfin, il se développe très peu localement aux Caraïbes, parce que concrètement, l'argent, il sert surtout à faire des affaires avec les Européens. Néanmoins, les gars qui travaillent au Potosi, alors peut-être pas les Indiens qu'on fait travailler comme esclaves, mais les contremaîtres espagnols, il faut bien les payer avec de l'argent. Et il faut bien qu'ils achètent à bouffer. Et du coup, la monnaie mesure quand même quelque chose, et ce qu'on mesure, c'est quand même qu'il y a de l'inflation, enfin, ou au moins des prix plus élevés pour les mêmes denrées dans le Potosi que dans les villes du Mexique. Alors comment est-ce qu'on sait? Parce que les historiens économistes, ils se sont tapés les journaux, les livres de comptes, les documents qui restent. Mais il y a des archives en Nouvelle-Espagne. Et il y a des historiens économistes qui ont travaillé à les éplucher depuis longtemps. Voilà, donc en fait, manifestement, quel que soit le mode d'exploitation du Nouveau Monde, ce que les Européens font, c'est qu'effectivement, ils exploitent, mais ils ne développent pas. Euh, et, alors dans le cas mexicain, là où c'est presque fascinant, c'est que ça donne lieu à une évolution qui rappelle en fait un peu celle de l'Europe. C'est-à-dire que quand les Occidentaux arrivent et qu'ils arrivent avec leur maladie, bon, alors il y a toute la question de savoir si la syphilis a son origine en Amérique ou pas, qui est une question très intéressante sur le plan épidémiologique, mais ce n'est pas notre sujet. Quand je dis c'est une question très intéressante, c'est parce que, en fait, euh, on, la thèse jusqu'à assez récemment, c'était que l'origine de la syphilis, c'était aux Amériques, et que c'est donc la conquête, enfin, la rencontre avec les Indiens qui avait ramené la syphilis en Europe. Et puis en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait déjà des germes qui étaient voisins de ceux de la syphilis par leur action en Europe, et qu'on a plus probablement des mutations qui se sont combinées à ce moment-là. Enfin bref, il y a une histoire des maladies qui est autour du contact entre l'Amérique et l'Europe qui est passionnante, mais ce n'est pas notre sujet. Donc, en revanche, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a une baisse très forte de la population quand les Occidentaux arrivent, et enfin quand les Espagnols arrivent, parce que les Espagnols arrivent avec des formes de dysenterie, avec le choléra et des trucs comme ça.
pour lesquels ils sont protégés, mais pas les Indiens. Et donc ça, comme la population s'effondre, la population restante, elle va avoir sa productivité du travail augmenter fortement, exactement comme en Europe après la peste noire. Et donc, ça va créer une croissance démographique très rapide dans les années d'après la conquête. Et comme il y a eu un vide, ça a permis aux Espagnols d'approprier les territoires. Et comme il y a cette productivité du travail qui est augmentée par le fait que tout d'un coup, il y a plus de, chacun peut cultiver plus de terres, il y a une espèce de bien-être relatif qui se construit sur les décombres de l'épidémie. Mais ça, en fait, ça touche très vite ses limites. Et ça touche très vite ses limites. Pourquoi? Parce qu'une fois que la population a retrouvé un optimum, il y a un problème de technique culturelle qui font que, si vous voulez, une fois que la population a augmenté à nouveau, on est revenu au minimum de subsistance et les conditions de vie sont très difficiles. Et en fait, donc, ces conditions de vie sont très difficiles. C'est-à-dire que l'histoire du Mexique, à partir de la fin du XVIIIe aux révolutions de 1910 et puis aux difficultés du premier XXe siècle, c'est que la paysannerie a un niveau de vie qui est très mauvais parce que les surfaces cultivables permettent pas d'obtenir un surplus par rapport au minimum de subsistance. Et donc, le truc, c'est que si on faisait une réforme agraire qui redistribuait les terres des grands propriétaires, les gens auraient plus. Mais ça résout le problème sur une génération, parce que la génération d'après, quand les gens ont plus, ils mangent bien, leurs enfants sont en vie, et à nouveau, on a un problème de quantité de terre. Et donc, le vrai sujet, ce serait de réussir à faire ce qui s'est fait en Europe, c'est-à-dire d'augmenter la production agricole, non pas seulement par travailleur, pardon, non pas seulement par unité de terre, mais aussi par travailleur. Et donc, de fait, de modifier les techniques culturelles. Mais vous ne pouvez pas modifier les techniques culturelles quand les paysans n'ont aucune instruction, aucun capital et en plus aucune terre. D'accord. Mais l'idée de penser qu'il va suffire de donner de la terre à des paysans qui n'ont aucune éducation et pas de capital pour pouvoir acheter des machines, des engrais, investir dans les amendements de la terre, tout ça c'est illusoire. Donc dans un premier temps, les Mexicains vont faire une révolution en 1910 où ils vont se partager la terre, puis ça va résoudre que très partiellement les problèmes. Bref, la mise en valeur du continent par les Espagnols, c'est nul. C'est-à-dire que les Espagnols reproduisent très exactement les structures sociales qui ne marchent pas en Espagne et qui ne vont pas évoluer non plus. Bon. Alors, à part la mise en valeur sucrière des Caraïbes et des franges côtières et la reproduction sur les hauts plateaux de l'agriculture dans les grands domaines, qu'est-ce qu'on a comme autre mode de fonctionnement? On a un mode de fonctionnement différent dans les grandes plaines du sud et du nord. On va parler plus rapidement des grandes plaines du sud parce qu'en fait, c'est moins fascinant, enfin, c'est moins à la source de notre grande divergence. Mais enfin, c'est pas inintéressant non plus. Mais au sud, ce qu'on a, c'est qu'on a pour l'essentiel les grandes plaines en Argentine et en Uruguay, avec un climat qui est pas loin du climat européen. Ce qui veut dire qu'on peut transférer les techniques culturelles de l'Europe, et en particulier la culture des céréales, du blé, et en particulier l'élevage, même si l'élevage se fait sur un mode beaucoup plus extensif parce qu'il y a de la place et il n'y a pas de prédateurs. Donc les troupeaux de vaches, il n'y a même pas besoin de faire des clôtures, d'accord. Vous laissez vos vaches en liberté et puis vous allez en chercher quand vous voulez manger. Alors ce qui est intéressant, donc, c'est que l'Argentine, de fait, va avoir un avantage compétitif très rapidement, justement parce qu'il y a de l'herbe de qualité pour y faire des vaches, et puis il y a de la place pour faire du blé, et pour faire du blé dans des bonnes conditions de productivité parce qu'il y a de la place. Et donc du coup, dès les années 1860, l'Argentine se spécialise dans la production agricole, et dès les années 1870, elle va être compétitive, la production argentine va être compétitive, alors d'abord pour le blé, parce que c'est plus facile à transporter, et puis à partir des années 1890 pour la viande, parce qu'on aura inventé les navires frigorifiques qui seront, dont les réfrigérateurs fonctionneront grâce à l'énergie des machines à vapeur. Comment est-ce qu'on fait du froid avec une machine à vapeur? C'est une bonne question. C'est toujours pareil. Hein. Vous mettez sous pression un gaz réfrigérant, etc. Bref, mais peu importe. Ce qui m'intéresse là, c'est de montrer à quel moment le commerce du blé argentin devient manifestement une culture d'exportation.
il y aurait une manière de faire qui serait de regarder les volumes, en disant, ben, regardez, tel est le pourcentage de la production argentine qui est exportée. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment les chiffres. En revanche, ce qui est facile à constater, c'est l'évolution des prix du blé argentin d'un côté, du blé en Europe de l'autre. Et alors, vous voyez quoi? Ben, vous voyez par exemple sur ce graphique, vous avez le prix du blé à Amsterdam. Alors, c'est en grammes d'argent par litre, ce qui n'est absolument pas l'unité de mesure habituelle du prix du blé, puisque le prix du blé à Amsterdam, ça va être en gulden par boisseau, d'accord? Ou à Londres, ça va être en pound par boisseau, par bushel. Mais là, on mesure en grammes d'argent par litre, tout simplement pour avoir une unité de mesure standard. Et donc, la ligne noire, c'est les prix à Amsterdam, qui est le grand port commercial, d'accord, de l'Europe. Enfin, le port, c'est pas directement Amsterdam, ça peut être Rotterdam, mais je devrais plutôt dire, c'est la grande bourse aux matières premières, tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, avant d'être éclipsé par Londres. Et en bleu, vous avez le prix à Buenos Aires, donc le prix au départ. Et puis, il y a une bourse des matières premières à Buenos Aires qui fixe le prix pour le continent américain, enfin pour l'Amérique du Sud. Puis à cette époque, c'est juste l'Argentine parce que l'Uruguay devient indépendant en 1904, je crois. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, si vous voulez, à partir de 1880, on a une corrélation qui est à peu près parfaite entre les prix à Amsterdam et les prix en Argentine. Et concrètement, quand les prix montent à Amsterdam, les prix montent aussi à Buenos Aires. Ce qui veut simplement dire que quand les prix montent à Amsterdam, c'est qu'il n'y a pas assez de blé, et donc on fait venir du blé d'Argentine. Donc ça augmente les prix en Argentine. Avant 1880, ce qu'on voit en revanche, c'est que c'est plutôt découplé, parce que typiquement, vous voyez, en 1873, les prix baissent à Amsterdam alors qu'ils augmentent en Argentine, et avant, c'était le contraire. Bon, c'est-à-dire que concrètement, il se passe un truc au cours des années 1870 qui fait que l'Argentine va s'intégrer au commerce, va s'intégrer au marché du blé européen, puisque ses prix vont se synchroniser avec les prix du blé européen. Ce qui se passe, en fait, c'est tout simplement le perfectionnement des clippers. C'est-à-dire qu'on a des grands voiliers qui permettent de transporter à très bas prix des grandes quantités de blé, qui font que c'est possible d'importer du blé d'Argentine à un coût tel que ce blé est compétitif sur le marché européen. Alors, peut-être pas en permanence, mais en tout cas, quand le prix du blé monte en Europe, ça devient raisonnable d'importer du blé d'Argentine. Et donc, la marchandise qui va permettre à l'Argentine de s'intégrer sur le marché mondial, enfin dans le marché mondial plus précisément, parce qu'on s'intègre dedans, au terme de cette thèse des matières premières de Enes, cette marchandise, c'est très manifestement le blé. Et puis l'Argentine va poursuivre sa spécialisation agricole, puisque comme on l'a dit, à partir du moment où on va avoir des grands frigos sur les navires à vapeur, l'Argentine va exporter des carcasses de viande bovine et il va se faire une spécialité de viande bovine. Puisque vous savez que l'Argentine, c'est un des rares pays qui produisent à la fois du bœuf et du porc, mais où la viande de bœuf est moins chère que la viande de porc. Voilà, puisque la viande de bœuf, elle est produite d'un élevage complètement extensif, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire du fourrage pour l'hiver. Le problème de l'élevage du bœuf dans les pays d'Europe, c'est qu'on n'a pas des surfaces assez grandes, et donc on a des problèmes de fourniture de nourriture l'hiver aux vaches. Donc il faut soit leur donner des aliments artificiels, soit faire suffisamment de foin pour que les vaches aient à manger tout l'hiver. Du coup, ça fait qu'il y a du travail et que ça augmente le coût de la viande. Voilà, donc de fait, l'Argentine des Grandes Plaines s'insère dans le commerce mondial un peu comme les zones côtières qu'on a vues, non pas en utilisant du travail esclave et en faisant des cultures exotiques, mais en cultivant les produits qu'on sait cultiver en Europe, mais avec un prix de revient plus bas, parce que les conditions sont plus propices à la culture. Et les conditions sont plus propices, pas tant pour des raisons naturelles, c'est pas qu'il y a des rendements plus élevés, c'est juste que comme il y a plus de terre, le travail est plus productif, comme on l'a déjà vu 36 fois. On l'a déjà vu après la grande peste de 1349, on l'a déjà vu après le choc démographique lié à l'arrivée des Espagnols au Mexique, et puis on le voit une troisième fois. C'est-à-dire que vous mettez une unité de travail sur 500 hectares, elle est plus productive qu'une unité de travail sur 0,5 hectares. Et ça, c'est uniquement
un effet de, justement, l'abondance de la dotation dans l'autre facteur qui rend le facteur plus productif. Bon, donc cette insertion dans le commerce mondial en produisant des productions agricoles qui sont celles de l'Europe, en fait, c'était le mode d'insertion dans le commerce mondial que l'Amérique, enfin les colonies américaines des Britanniques, avaient en fait entreprise dès le XVIIIe siècle. Parce que si on fait le même graphique qu'on vient de voir pour Buenos Aires et Amsterdam, si on fait le même graphique pour Londres et Philadelphie, on se rend compte que les prix du blé de Philadelphie sont corrélés avec les prix du blé à Londres dès le XVIIIe siècle. Et donc là, c'est encore un graphique d'Allen, d'accord, pour montrer justement la corrélation des prix du blé à Philadelphie qui sont en violet par rapport aux prix du blé à Londres qui sont en noir. Il y a juste une anomalie en 1778-1782, c'est qu'est-ce qui se passe à Philadelphie entre 1778 et 1782? C'est pas l'indépendance américaine? Oui, voilà, c'est la guerre d'indépendance. Donc de fait, la guerre d'indépendance, quand les garçons sont obligés d'aller se battre contre les Anglais, ça pénalise un peu la production, les productions vivrières d'une part, et puis d'autre part le commerce en général. Donc de fait, le seul moment où il y a un déphasage, c'est juste que c'est la guerre d'indépendance américaine. Donc ce pic que vous observez là, c'est pas que il se passe un truc bizarre qui fait que, enfin, c'est pas la preuve qu'il n'y a pas de synchronisation entre les prix à Philadelphie et les prix à Londres. C'est juste qu'il y a un événement à Philadelphie qui modifie les prix par rapport à Londres. Voilà. Mais sinon, on voit bien quand même que les prix à Philadelphie réagissent aux prix à Londres. Vous voyez bien, par exemple, en 1738, là, il y a une hausse forte à Londres, qui est probablement liée à la guerre de succession d'Autriche. Et donc, de fait, ça se traduit par l'augmentation des prix à Philadelphie aussi. Hein. Voilà. Ou de la même manière, la baisse des prix à Londres après 1772, elle se traduit aussi par une baisse des prix à Philadelphie, qui aurait probablement continué s'il n'y avait pas eu la guerre civile. Donc manifestement, les prix des biens, les prix du blé produit en Pennsylvanie sont en co-mouvement ou sont corrélés avec les prix du blé à Londres, ce qui veut dire que la production américaine de blé, elle a en partie vocation à être exportée. Alors, donc c'est un peu le même modèle que développera l'Argentine 100 ans plus tard. Voilà. Donc de fait, on a un troisième modèle sur le continent, après le modèle sucrier et puis le modèle d'exploitation, enfin le modèle sucrier dont les mines aurait pu être une instance. Je cherche la suite de mon cours, je ne sais pas où je l'ai mis. Et ça, c'était un premier modèle. Après, un deuxième modèle qui était donc le modèle d'intégration de production. Donc, on a un modèle d'intégration dans le marché mondial par la production de cultures qui sont des pures cultures d'exportation, qui ne sont pas des cultures vivrières. Et puis, on a un deuxième modèle qui est qui est en gros l'agriculture autocentrée à travers les grands domaines, qui n'a pas vocation à l'exportation. Ça, on a vu, c'est ce que font les Espagnols dans les zones qu'ils contrôlent. On a un troisième modèle qui est l'intégration sur le marché mondial avec des productions vivrières qui sont vendues aussi en Europe. Et puis donc, ce modèle, c'est le modèle de l'Argentine à la fin du 19e, mais c'est le modèle des colonies américaines dès le 18e siècle. Alors attendez, parce que j'ai un problème avec mon partage d'images. Est-ce que ça marche mieux comme ça? Oui, ça a l'air. Monsieur, Oui. à partir du début du 19e siècle, les Américains ne sont pas devenus protectionnistes. Non, attendez, là on est encore au début du 18e. Okay. D'accord, je disais, le modèle qui consiste à exporter non pas des cultures qui sont purement des cultures d'exportation, parce que quand aux Caraïbes, on cultive du sucre, du tabac, de l'indigo, etc., c'est pas dans le but de le consommer sur place, c'est uniquement pour l'exportation, et donc uniquement pour faire du pognon. Là, la particularité, quand on fait du blé en Argentine à la fin du 19e, ou quand on avait fait du blé à Philadelphie dès le 18e, on en mange une partie, mais on en exporte aussi une partie, et la preuve qu'on en exporte, c'est que les variations du prix du blé en Amérique suivent les variations du prix du blé à Londres. Donc, la différence par rapport au modèle caribéen,
et la différence par rapport au modèle des grands domaines mexicains, c'est qu'on fait certes une culture de subsistance, comme dans les grands domaines espagnols, mais qui a quand même un aspect de culture d'exportation, parce que de fait, on en vend une partie. Donc c'est un modèle qui est différent. C'est un modèle qui est différent, et il est d'autant plus différent que, en fait, ceux qui produisent dans le cas des États-Unis dès le XVIIIe siècle, ce ne sont évidemment pas les esclaves. D'accord ? Ce ne sont évidemment pas des esclaves, c'est-à-dire que pour l'essentiel, ce sont des colons venus d'Angleterre et qui ont gagné la terre sur la forêt et puis sur les Indiens. Bon, alors, on laisse tomber, on n'évoquera pas les conditions d'appropriation de la terre, mais il va de soi que la terre, elle a été prise, d'accord ? En revanche, ce qui est important, c'est de comprendre que cette main-d'œuvre de colons nord-américains qui arrivent à partir du XVIIe siècle, elle est très différente des autres main-d'œuvre qui sont présentes sur les continents américains. Parce que ce sont des gens instruits. À la fin du XVIIIe siècle, 90% des habitants de Boston savent signer avec leur nom. Alors, savoir signer avec son nom, ça ne veut pas dire qu'on sait lire parfaitement, mais à titre de comparaison, le pourcentage de gens qui savent signer avec leur nom en France en 1780, c'est 25%. Donc, de fait, les colons qui vont aux Amériques, comme Esquemelin, là, c'est quand même un peu une élite. C'est-à-dire que c'est une élite en termes de formation. Même si le gars qui n'a pas fini ses études de dentiste, ça vous paraît, ou de chirurgien, ça ne vous paraît pas terrible, on est très, très, très au-dessus de la moyenne. Même si vous prenez la ville de Londres, en 1780, il n'y a que 65% des Londoniens qui savent signer avec leur nom. Là, à Boston, on est à 90%. Donc, on a des élites extrêmement bien formées. Première chose. Deuxièmement, on a une sélection naturelle, physique. C'est-à-dire que, concrètement, ceux qui sont encore en vie, c'est ceux qui ont survécu à la traversée, aux 7 années d'indenture, où ils sont pas tous désengagés, d'accord ? C'est-à-dire que les pèlerins qui achètent leur bateau ensemble, c'est pas aux 7 années d'engagisme qui résistent, mais c'est aux conditions dans lesquelles ils sont quand ils arrivent. Bref, on a une sélection à la fois sociale et physique qui fait que les colons blancs des Amériques, c'est des gens qui sont quand même extrêmement solides, à tout point de vue. Alors après, on pourrait dire en plus c'est des protestants, et j'ai pas une fascination particulière pour les protestants, mais vous verrez à la fin du cours que il y a quelqu'un comme Max Weber, par exemple, qui est un grand historien économiste allemand. Je ne sais pas s'il faut dire historien économiste ou sociologue ou anthropologue, ou historien du droit, enfin tout ça à la fois. Mais il a théorisé le fait que les protestants avaient une disposition particulière à l'entreprise et à la réussite dans l'entreprise capitaliste. Bon, c'est une thèse tout à fait discutable, mais enfin, il se trouve que c'est le cas. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que font ces pèlerins blancs quand ils s'installent ? Eh ben, ils se mettent à cultiver eux-mêmes, en faire-valoir direct, la terre, à la fois dans le but de produire de leur propre subsistance, mais aussi dans le but d'exporter. Et donc, ils vont produire, plus on est au nord, plus ce qu'ils vont produire, c'est du blé. Donc, dans toutes les colonies jusqu'à la Pennsylvanie, pour l'essentiel, ils vont produire du blé, dont ils vont revendre une partie en Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'en Angleterre, comme vous le savez, l'Angleterre, ce n'est pas le pays de rêve pour l'agriculture. Et donc, de fait, le blé anglais est cher. On a déjà vu l'histoire de Corn Laws, etc. Donc, les Anglais, quand ils ne sont pas en guerre avec les Américains, ils sont bien contents de leur acheter du blé. Mais ensuite, au fur et à mesure qu'on descend sur la côte, on va pouvoir planter des cultures un peu plus tropicales, qui ont une vocation plus délibérément à l'exportation, mais qui sont néanmoins cultivées en faire-valoir direct. C'est-à-dire que le fermier, enfin le colon du Maryland ou de Virginie, il va planter du blé pour manger, mais il va aussi planter du tabac pour vendre. Alors, on fume du tabac aussi aux Amériques, mais la grosse demande, c'est l'Europe. Et puis le colon en Caroline du Sud, il va pratiquement plus cultiver de blé, il va plutôt cultiver du riz. Et puis en plus du riz, il va cultiver de l'indigo. Vous savez, l'indigo, c'est une plante de la famille du pastel qui sert à faire de la teinture. Et cet indigo, il y en a une grande partie qui va être vendue aux Européens. D'accord ? Donc, de fait, il y a une culture de subsistance, il y a aussi une culture d'exportation qui est conçue d'emblée comme une culture d'exportation, mais qui est produite en faire-valoir direct, c'est-à-dire que c'est le colon lui-même qui cultive ses terres, éventuellement avec ses enfants, mais donc sans nécessairement qu'il y ait du travail, du recours à l'esclavage. Alors, donc dans ces colonies,
en fait, les ventes à l'export, ça représente une proportion très remarquable de la production, puisque c'est de l'ordre de 30% du PIB. Alors, c'est évidemment des reconstitutions 3 siècles après, avec toutes les approximations qu'on imagine, mais l'ordre de grandeur, c'est que, en gros, un tiers de la valeur ajoutée qui est produite, elle est vendue à l'export, à destination de l'Angleterre. Et comme vous le savez, les Anglais, ils ont voté depuis le XVIe siècle des Navigation Acts, qui font qu'il n'y a que les marchands anglais qui ont le droit de vendre, d'expédier par bateau à destination de l'Angleterre. Mais du moins jusqu'en 1776, les colons américains sont des Anglais. Et donc, ils peuvent faire du commerce avec l'Angleterre. Il n'y a pas de problème avec le Navigation Act. Donc, aux Amériques, on a des paysans, des marchands et des marchands qui ont des terres aussi. Voilà. Tout ceci fait que, avec des grandes surfaces de terre sur lesquelles on peut être très productif, si on a des enfants et des gendres qui travaillent bien, et puis éventuellement des salariés, parce qu'on peut avoir des salariés aussi, mais pas forcément des esclaves. Si on choisit les cultures qui rapportent bien parce qu'on est un marchand ou un agriculteur avisé, si on maîtrise la commercialisation de ces produits, on gagne beaucoup plus d'argent qu'en Europe. Et en particulier, on n'a pas besoin d'avoir à l'origine un héritage pour avoir de la terre. La terre, il n'y a qu'à se servir, il y en a plein. Il suffit de tirer sur les Indiens et ensuite de considérer que la terre vous appartient. Si bien que la raison pour laquelle le Nouveau Monde est attractif pour les colons, pour les Anglais, d'abord, c'est parce que c'est une terre de liberté religieuse, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que personne ne les emmerdera s'ils sont quakers, piétistes, s'ils ont tout un tas de croyances religieuses bizarroïdes avec lesquelles le roi d'Angleterre ne s'accommode pas. S'ils vont aux Amériques, on les laissera faire ça tranquillement. Mais en plus, ils peuvent approprier de la terre et gagner beaucoup d'argent. Et justement, le truc de Max Weber, c'est de dire les protestants, ils ont un truc avec le pognon. On pourrait le dire clairement. Vous voyez bien la différence entre les catholiques espagnols qui ne pensent qu'à évangéliser les Indiens, et puis une fois qu'ils les ont évangélisés, à les exploiter bêtement, et les protestants anglais qui ne pensent qu'à massacrer les Indiens pour pouvoir faire du pognon sur leur terre. En fait, c'est pas la même relation à l'argent. Bon, là, c'est une caricature, mais chez Max Weber, c'est développé sous forme un peu moins caricaturale. Néanmoins, c'est quand même un peu à ça que ça revient. Mais alors, le fait qu'on puisse gagner de l'argent sans avoir, qu'on puisse bien vivre, sans avoir de fortune préalable, c'est ça qui va attirer du monde au Nouveau Monde. C'est ça qui va attirer les Anglais, et puis les Écossais, et puis les Gallois, et puis tous ceux qui le peuvent, à faire la traversée. Parce que de l'autre côté, il y a l'idée qu'on a un monde où, si on travaille dur, on pourra bien gagner sa vie. Bon, alors, si à nouveau on regarde les ratios de subsistance, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'ils s'élèvent au long du XVIIIe siècle, d'ailleurs aussi bien à Oxford, où c'est la ligne noire en pointillé tout en bas, qu'à Londres. Alors à Oxford, vous voyez, c'est quand même un peu plus dur qu'à Londres, puisque à Oxford, au début du XVIIe siècle, on est à 1,5, au début du XVIIIe, on est à 3, et puis ensuite, ça retombe à un peu moins de 2,5. À Londres, on est en gros, on est 1 au-dessus, c'est-à-dire que quand on peut consommer 3 fois le revenu minimum de subsistance à Oxford, on va le consommer 4 fois à Londres, en fait un peu plus, 4 fois et demi. Mais aux Amériques, ce qu'on voit, c'est que à Boston, par exemple, qui est en jaune, au début du XVIIe, la vie est dure, elle n'est pas plus dure qu'à Oxford. À la fin du XVIIe, elle est aussi douce qu'à Londres. Bon, et puis alors, ce qu'on voit aussi, c'est que ça, c'est pour la Nouvelle-Angleterre, mais les colons qui vont plus au sud, puisque Philadelphie, la Pennsylvanie, c'est un peu au sud de la Nouvelle-Angleterre, et puis le Maryland, c'est au sud, c'est 500 km plus bas, quoi. Là, ceux-là, ils ont vraiment des conditions de vie qui, dès le départ, sont quand même très favorables. Alors, il ne faut pas se leurrer. L'idée que les Anglais se font de la vie aux Amériques quand ils font la décision de partir, quand ils s'engagent, dans le cas des engagistes, ou bien quand dans le cas des pèlerins, ils organisent une expédition, elle n'est pas fondée sur des statistiques établies par Allen, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle est d'autant moins fondée sur des statistiques qu'il n'y en a pas, et que les statistiques, c'est quelque chose qui permet de voir des médianes ou des moyennes, et que le motif pour lequel les gens partent, c'est pas la médiane, c'est pas la moyenne, qu'on ne connaît pas. C'est une vague idée d'une histoire qui pourrait arriver, d'accord ? Donc, il faut pas considérer que c'est ça les chiffres qui motivent les Anglais à partir.
Néanmoins, il faut considérer que quand les Anglais partent, ce qu'ils trouvent, ça correspond à peu près à la réalité. C'est-à-dire que ceux qui survivent au voyage, eh ben, ils vont pouvoir travailler et gagner de l'argent. Voilà. Alors que ceux qui arrivent en Espagne, enfin en Nouvelle-Espagne, c'est pas toujours conforme à leurs attentes. Bon, alors, ça c'est le cadre général. C'est-à-dire que concrètement, les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord, elles pratiquent une agriculture où il y a une partie agriculture de subsistance, mais où il y a aussi une pratique agriculture d'exportation, bien que ce soit en faire valoir direct, même si c'est parfois avec l'aide de travail salariés. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait que les cultures n'étaient pas les mêmes tout au long de la. Enfin, que quand on descend vers le sud, on a de plus en plus de cultures d'exportation qui sont des cultures tropicales. OK. Ce qu'on va voir aussi, c'est qu'au fur et à mesure qu'on descend vers le sud, la proportion entre le faire-valoir direct et puis un mode de mise en valeur qui n'est pas totalement différent de ce qu'on trouve aux Caraïbes augmente. Bon, vous savez tous, parce que vous avez tous dû entendre parler de Autant en emporte le vent. Je ne sais pas si on le voit encore Autant en emporte le vent comme on le voyait à ma génération. Mais je sais que quand j'avais votre âge, tout le monde avait vu Autant en emporte le vent, sauf moi. Donc c'est peut-être encore le cas. Et donc tout le monde avait l'image du vieux Sud où on cultive où les propriétaires terriens blancs ont des esclaves noirs qu'ils exploitent à cultiver du coton. En fait, ce mode-là, il va apparaître vraiment qu'après la guerre d'indépendance. Mais néanmoins, quand on va vers le sud, on a de plus en plus de propriétés qui fonctionnent sur l'esclavage, même si ce n'est pas encore le coton au 18e, même si au 18e, ça peut être le tabac, par exemple. Il y en a de plus en plus. Et on a aussi de plus en plus de fermiers blancs pauvres. Et donc, c'est le cas en particulier dans les États du Sud. Ceux qui votent Trump, non, pardon, pas encore. Mais donc, au fur et à mesure qu'on descend vers le Sud, la sociologie est plus aussi homogène et plus aussi uniforme. Que vous prenez le New Hampshire et le Massachusetts, là, c'est que des colons blancs, faire valoir direct, agriculture de subsistance avec exportation. Quand vous allez vers le Sud, il y a de plus en plus de culture d'exportation dans des grandes exploitations avec du travail esclave et à côté de ça, des petits blancs qui ne s'en sortent pas parce qu'ils sont moins bien formés. Il y a une proportion inférieure de blancs qui savent signer, donc qui savent écrire, donc qui savent compter, donc qui ont été formés. Comme ils sont moins bien formés, ils sont moins performants, et comme ils sont moins performants, ils vivent moins bien. Et donc ils votent Trump. Non, pardon, j'aurais pas dû. Bon, enfin bref. Alors, c'est toujours pareil. Il faut imaginer une espèce de continuum où il n'y a pas une frontière entre le nord et le sud, d'accord, où au nord, on a des démocrates qui ont fait des études de droit dans les bonnes universités de la Ivy League et qui travaillent dans la finance, et au sud, c'est tous des cons de rednecks qui votent tous Trump. Bon, globalement, c'est vrai. Mais en fait, pas tout à fait quand même. C'est-à-dire que, de fait, il y a un continuum où, au nord, il y a plus de pèlerins qui sont des religieux très observants, bosseurs en diable, et dans ce mode d'agriculture de faire valoir direct. Et quand on va vers le sud, il y a de plus en plus de blancs pauvres et d'exploitation commerciale qui fonctionne sur l'esclavage. Voilà. Donc c'est ça l'idée du continuum. Et à côté de cette idée du continuum, il n'y a que, évidemment, plus il y a de faire valoir direct, plus les gens sont formés, parce que c'est ça qui leur permet de faire du faire valoir direct, et plus on va vers le sud, plus la qualité de la main-d'œuvre est hétérogène, mais basse. Bon, alors ça, c'est comme ça se développe au 18e. Et puis, comme vous le savez quoi? Comme vous le savez, la Compagnie des Indes vend aux colonies américaines, enfin, elle a le monopole de la vente du thé qui vient des Indes aux colonies américaines. Alors, chez les Anglais, le thé, ça fait partie des pratiques qui sont presque aussi sacrées que le whisky, c'est-à-dire au petit déjeuner, n'est-ce pas? Avec les saucisses. Et donc, la Compagnie des Indes vend du thé aux Amériques, mais elle vend du thé comme elle a le monopole, elle le vend très cher. Du coup, quoi? Du coup, les colons ont tendance à acheter du thé de contrebande, et qui fait la contrebande, naturellement, les Hollandais. Alors, ceci, et comme vous le savez, les Anglais font tout le temps la guerre aux Hollandais parce que les Hollandais font tout le temps de la contrebande à la marge des activités économiques des Britanniques. Quand je dis tout le temps, il y a quand même 4 guerres anglo-hollandaises au XVIIe et au XVIIIe. Bon, alors, le Parlement britannique finit par se saisir du truc et fait voter le Tea Act. Pourquoi? Pour faire cesser la contrebande hollandaise et permettre à la Compagnie des Indes
britanniques de faire encore plus du pognon. Bon, le résultat, c'est la Boston Tea Party, c'est-à-dire que les patriotes bostoniens attrapent les navires de la Compagnie des Indes et piquent le thé, ou du moins en mettent une partie à la mer et récupèrent le reste pour leur consommation personnelle. Le Parlement britannique se sent insulté dans son autorité et vote les actes intolérables qui abolissent les libertés politiques locales aux Amériques. C'est-à-dire, on leur dit, puisque vous n'êtes pas gentil, vous n'allez plus élire votre conseil municipal, il sera nommé par le roi. En conséquence, les Américains disent, bien, puisque c'est comme ça, vous allez voir mes cocos. Ils se réunissent en congrès continental. Le congrès continental finit par voter la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Les Anglais envoient un corps expéditionnaire, c'est-à-dire une armée. Les Américains s'organisent en milices. Les Français qui détestent les Anglais et qui veulent se venger de s'être fait humilier pendant la guerre de 7 ans envoient eux aussi un corps expéditionnaire, alors qui est financé à la fois par... il y a à la fois une souscription populaire, mais il y a surtout que c'est le roi de France qui met les ressources de l'État au service de l'indépendance américaine. C'est quand même une histoire complètement délirante, en fait, quand on y pense. Parce que la participation de la France à la guerre d'indépendance américaine, c'est quand même un pognon considérable. Ça a coûté 1 milliard de livres. On a quand même envoyé une armée de 35 000 hommes avec des navires de ligne et tout le bazar, juste pour faire chier les Anglais. Bon, ce qui se conçoit, n'est-ce pas ? Mais on n'avait aucun intérêt économique. La vengeance. Voilà. Donc, au bout du compte, après la victoire de Yorktown, les Américains ont gagné leur indépendance, même si, de fait, la guerre va se prolonger pendant encore quelques temps. Je ne vais pas me couper le son parce que les bruits de cuisine, c'est sympa, mais c'est quand même mieux quand il n'y en a pas. Et donc, voilà. Donc, une fois que les Américains sont indépendants, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, en fait, pour une raison qui est une pure coïncidence, ils vont développer la culture du coton. Alors, pourquoi c'est une pure coïncidence ? C'est parce qu'en fait, il y a un mec qui s'appelle Eli Whitney, qui est un truand génial. Pourquoi c'est un truand génial ? Parce que c'est probablement pas lui qui a inventé le cotton gin. C'est probablement une femme qui s'appelle Catherine Green, mais Eli Whitney, il lui a carotté son truc, il a déposé un brevet et surtout, il a industrialisé la fabrication du cotton gin. Et le cotton gin, c'est quoi ? En français, c'est une égreneuse à coton. Parce que si vous regardez un plant de coton, c'est une plante qui fait une gousse dans laquelle il y a de la fibre végétale. Puis au milieu de la fibre végétale, il y a les graines qui vont permettre la reproduction de la plante. Le problème, c'est que tout ça, une fois que vous sortez la fibre végétale de la gousse, pour qu'elle puisse être utilisée, il faut la peigner, il faut enlever les graines. Ça, quand vous le faites à la main, c'est assez laborieux. C'est-à-dire que, en gros, un esclave, en une journée de travail, une longue journée de travail, il va pouvoir vous préparer 1 livre de coton, s'il n'y a pas la cotton gin. En revanche, si vous avez du cotton gin, si vous avez donc ces égreneuses à coton, une équipe de 3 bons hommes, d'accord, c'est-à-dire il y en a un qui arrache les trucs d'Écosse, il y en a un qui passe au cotton gin, et puis il y en a un qui fait le dernier peignage, d'accord, et puis qui met en forme, qui met en balle. Une équipe de 3 mecs traite 50 livres par jour. C'est-à-dire que, en fait, à 3 avec des cotton jeans, on est 50 fois plus productif qu'un type tout seul sans cotton jean. Donc la productivité du travail avec le cotton jean, elle augmente de 1500%, quoi, pour aller vite. Elle est multipliée par plus de 15. Autrement dit, l'invention du cotton jean, enfin de l'égreneuse à coton, rend les Américains extrêmement productifs en matière de coton, non pas en termes de production brute de plantes de coton, mais en termes de coût de production du coton en fibre prêt à être filé. Parce que il n'a pas dû vous échapper, les Anglais savent plutôt pas mal faire, parce qu'alors eux, ils ont toutes les machines du monde pour faire ça. Et donc 1793, on est juste 10 ans après la guerre d'indépendance, et à un moment où quand même les relations commerciales de l'Angleterre avec le reste du monde sont un peu compliquées par le fait qu'ils vont se taper avec les Français pour les 20 années à venir, ce qui va quand même pénaliser le commerce extérieur, et en particulier rendre difficile l'approvisionnement en coton, sauf sur les voies atlantiques, parce que là, quand vous passez par l'Irlande plein ouest, les Français ne vous arrêteront pas. Donc en fait, l'invention de l'égreneuse à coton, plus la perspective des guerres napoléoniennes, ça va faire que l'Amérique peut devenir le fournisseur majeur de la Grande-Bretagne en matière de coton. Et c'est ça qui va vraiment cliver les États-Unis. On a vu, il y avait un continuum
où il y avait certes de plus en plus de paysans, enfin de blancs pauvres et d'esclaves quand on allait vers le sud, et de plus en plus de cultures d'exportation. Mais là, maintenant que, on a inventé le machin qui rend beaucoup plus productif que n'importe quel producteur au monde sur la production de coton prêt à être filé, et deux, la route du marché britannique est ouverte, bah, tout le sud va passer à la production de coton, et c'est là qu'on va trouver le autant en emporte le vent, comme vous l'avez rêvé. Autrement dit, il y a dans le sud 700 000 esclaves en 1790, au moment de l'invention des graineuses à coton. Donc c'est pas nul, enfin c'est quand même beaucoup moins que les 3 200 000 qu'il y aura en 1850. D'autant plus que les 3 200 000 qu'il y aura en 1850, c'est pas juste que les 700 000 ont fait des enfants, d'accord, c'est qu'on a continué à aller chercher des Africains en Afrique pour leur mettre des fers au cou et les forcer à travailler dans les plantations du Sud. Donc, beaucoup plus d'esclaves dans les États du Sud des États-Unis et une culture qui, alors qu'il y avait du tabac, de l'indigo, du riz, etc., on va vers la monoculture du coton. On va vers la monoculture du coton et avec une organisation économique du Sud des États-Unis qui est des grands propriétaires qui vivent du travail des esclaves qui cultivent du coton, vendent le coton en Angleterre, et puisqu'ils ont vendu le coton aux Anglais, ils ont du pognon qui vaut en Angleterre, ils achètent leurs marchandises, leurs matières premières en Angleterre. Oui, mais pendant ce temps-là, il y a des Blancs au Nord, qu'on appelle les Yankees, d'accord, puisque c'est les Blancs du Nord. Les Yankees, eux, c'est pas comme ça qu'ils veulent se développer. Ils pensent que, bon, d'abord, les Yankees, ils ont pas d'esclaves, et puis ils veulent pas en avoir, parce que pour des raisons religieuses, leur truc, c'est le travail, mais le travail d'eux-mêmes, d'accord, pas le travail d'exploiter les Noirs. Donc, ils veulent pas d'esclaves, ils veulent pouvoir bosser, mais gagner beaucoup de pognon en bossant. Or, pour gagner beaucoup de pognon en bossant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben, il faut acheter le moins possible aux autres et vendre le plus cher possible. Donc quoi ? Eh ben donc, en fait, les nordistes, ils sont partisans tout simplement du protectionnisme douanier. Le premier théoricien du protectionnisme douanier, c'est Alexander Hamilton, qui a été donc le secrétaire au Trésor de Washington, de George Washington. Et puis, il y a des protectionnistes jusqu'à Henry Charles Carey, qui est le conseiller économique du président Lincoln, lequel, ça ne vous a pas échappé, est celui qui déclenche la guerre de sécession. Enfin, celui qui déclenche la guerre de sécession. Alors, comment est-ce qu'il déclenche la guerre de sécession ? Ce n'est pas qu'il attaque le Sud. Comme son nom l'indique, la guerre de sécession, c'est parce qu'il y a une sécession. Et une sécession de qui ? Une sécession des États du Sud, les fameux États confédérés. En fait, ce n'est pas la première dans l'histoire, parce que il y a déjà eu une tentative de sécession de la Caroline du Sud après le tarif des abominations en 1828. Justement parce que le truc, c'est que les Yankees, ils veulent mettre des droits de douane pour empêcher les Anglais de vendre leurs marchandises. Comme ça, eux, ils pourront vendre leurs marchandises à tous les clients des 13 colonies, enfin, à toute la demande des 13 colonies. Mais les mecs du Sud, eux, qui vivent uniquement du commerce avec les Anglais, de vendre aux Anglais, ils se disent, si on met des barrières protectionnistes aux marchandises anglaises, les Anglais vont eux aussi nous mettre des barrières protectionnistes et ils vont acheter leur coton aux Égyptiens et aux Indiens plutôt qu'à nous. Donc, les sudistes sont contre les barrières protectionnistes parce qu'ils pensent qu'il y aura des rétorsions pour eux. Donc, de fait, quand les Yankees votent le tarif douanier dit tarif des abominations en 1828, la Caroline du Sud dit puisque c'est comme ça, nous, on ne fera pas le tarif protectionniste et on va faire notre vie de notre côté. En fait, cette première tentative de sécession ne marche pas. Finalement, la Caroline du Sud revient dans l'Union. En revanche, sous la présidence de Lincoln, on décide une nouvelle tournée de droits de douane qui remonte les droits de douane. C'est ce qu'on appelle le tarif Morrill, et qui doit être le secrétaire au commerce, j'imagine, de Lincoln. Non, pardon. C'est un représentant républicain. Et là, ça entraîne la sécession de toutes les colonies du Sud. Donc, pas seulement la Caroline du Sud, mais aussi la Virginie, la West Virginia, North Carolina, enfin bon, tout ce que vous connaissez la suite. C'est-à-dire que le Sud fait sécession, et donc le Nord monte une armée pour aller dire au Sud que hey, les gars, vous êtes Américains. Donc, en fait, les Américains, ils n'appellent pas ça la guerre de sécession, ils appellent ça la guerre civile. D'accord ? Donc, si vous parlez de la guerre de sécession à un Américain, il ne comprendra pas, il faut lui parler de American Civil War. Et cette guerre dure donc de 1861 à 1865,
qui fait, alors on ne sait pas très bien, mais entre 6 et 800 000 morts, qui est la première guerre moderne de l'histoire, c'est-à-dire la première guerre de l'histoire où on a des mitrailleuses et autres douceurs qui permettent d'exterminer en grand nombre ses propres compatriotes. Elle aboutit à quoi? Elle aboutit à la fin de l'esclavage et à la fin du mode d'exploitation sudiste qui était une variante en fait du modèle sucrier. C'est-à-dire concrètement ce qu'on avait vu pour les Caraïbes avec le sucre, c'est ce que les sudistes avaient fait à partir de 1790 avec le coton. Alors quand on dit que la guerre de sécession met fin à l'esclavage, moi quand j'étais petit, je croyais que la guerre de sécession c'était la guerre de cessation de l'esclavage. Mais en fait non, c'est la guerre de sécession parce que c'est les États du Sud qui disent on n'est plus dans l'Union, on ne met pas de droits de douane aux produits anglais. En revanche, même si, de fait, l'Union abolit l'esclavage, le problème, c'est que l'esclavage, ça s'abolit, on peut dire, il n'y a plus d'esclaves. Mais du jour au lendemain, vous étiez esclave et vous avez le même patron, et vous lui dites, bon, maintenant, patron, combien vous me payez comme salaire? Même si la relation économique change, les relations entre les personnes, elles ont quand même un mode de fonctionnement qui n'est pas transformé d'un coup de baguette magique. Il ne suffit pas de dire qu'on abolit l'esclavage pour transformer les esclaves en hommes libres, ni pour transformer les maîtres d'esclaves en égaux qui parlent sur un pied d'égalité avec leurs esclaves noirs. Mais ils ont beau être esclaves, ils restent noirs. Et comme chacun sait, les noirs sont inférieurs aux blancs, n'est-ce pas? Donc, même si ce n'est pas des esclaves, bon, vous voyez la suite. En particulier, il y a tout ce qu'on a appelé les Jim Crow Laws. Donc, il y a une série de lois qui sont votées dans les États du Sud pour empêcher les Noirs d'avoir des boulots bien payés qui leur permettraient de s'émanciper. Bon, ce n'est pas un secret pour vous que la question des droits civiques, la question des inégalités, la question du racisme systémique n'est pas totalement réglée en 1865, loin s'en faut. Voilà. Alors, du coup, quand on dit c'est la fin du modèle d'exploitation sudiste, encore une fois, c'est la fin, mais la fin, ça ne va pas être 1er janvier 1865, il y a encore des esclaves, 1er janvier 1866, c'est fini les cocos, maintenant, vous ne pouvez plus avoir des esclaves, vous ne pouvez plus avoir de coton, vous n'êtes plus compétitif, on arrête tout. Évidemment, il y a les maîtres d'esclaves qui ont 60 ans et qui continuent à... Alors bien sûr, ils ne peuvent plus... ils peuvent plus considérer que leurs esclaves sont leurs esclaves, ils vont trouver un moyen de dire qu'ils les payent un peu, continuer à produire, à exporter, et puis ils se rendront compte au bout de 10 ans que finalement ils n'arrivent pas à gagner du fric comme ça, et puis ils arrêteront. Mais encore une fois, c'est un processus qui prendra le temps qu'il prendra. En tout cas, l'idée que le Sud, ce soit l'esclavage et le coton, à partir de 1865, c'est une idée qui va régresser. Enfin, ceci dit, dans le Sud, on dit encore King Cotton en 1890. Hein, donc, ça disparaît pas du jour au lendemain, ça périclite pas du jour au lendemain, même si ça devient plus compliqué, ça doit évoluer. Ceux pour lesquels ça évolue probablement le moins, c'est évidemment les Noirs. Voilà. Bon, alors, la question, c'est de savoir si finalement, dans la différence entre les modes de mise en valeur du Nord et du Sud, il y a une différence radicale ou s'il n'y a pas une interdépendance. Et ça, c'est une question qui est importante du point de vue de l'établissement des responsabilités, si vous voulez. Pas seulement, mais du point de vue aussi symbolique et de la manière dont les Américains se représentent leur propre histoire. Parce qu'il y a une histoire qui consisterait à dire, ben voilà, au Sud, c'est des affreux esclavagistes, alors qu'au Nord, on est des vaillants pèlerins, et nous sommes purs et nous travaillons dur, et on n'a rien à voir avec ces connards d'esclavagistes. Donc, ne nous demandez pas de compte sur l'esclavage. Il y a une autre façon de voir les choses qui est, au Nord, vous êtes certes des brillants pèlerins travailleurs, mais vous avez produit vous faisiez de l'agriculture de subsistance, et les esclaves du Sud qui produisaient du coton, ils ne bouffaient pas du coton. Ils bouffaient ce qu'on produisait au Nord. Et donc, au Nord, vous étiez quand même très content d'avoir des clients dans le Sud qui étaient des esclaves, pour l'essentiel. Alors, ce n'étaient pas les esclaves qui vous achetaient, c'était les maîtres des esclaves qui achetaient pour nourrir leurs propres esclaves. Léo, à vous. Je vous écoute. Alors, à moins que vous m'ayez parlé dans le... Est-ce que vous m'avez parlé dans le chat? Parce que je ne vois pas le chat, donc je vais aller voir le chat.
Peut-être qu'il y a une question dans le chat. Ah bon, c'était une erreur, d'accord. C'est pas Excusez-moi, grave. monsieur. Oui. Elle date de quand, les Jim Crow Laws? Ah, c'est juste après la guerre de sécession. C'est les années 1860-70. Et elles ont été abolies quand? Alors, bah, si vous voulez, l'abolition ultime des Jim Crow Laws, c'est la lutte pour les droits civiques à partir de 1958. Donc, de fait, elles ont duré pratiquement un siècle. Mais si vous voulez, c'est vachement important de comprendre qu'il ne suffit pas de faire une loi pour changer les états de fait. Justement parce que le gars qui a mis l'esclave, du jour au lendemain, on lui dit que c'est. Mais c'est vrai aussi bien pour les nobles russes dont on émancipe les serfs en 1861. D'accord. On dit du jour au lendemain, les serfs sont émancipés. Bah oui, mais ils vont faire quoi, les serfs? Ils vont pas devenir ingénieurs et fonder une boîte de conseil en informatique. Ils n'ont aucune formation, ils n'ont aucun capital et ils n'ont pas de possibilité d'être salariés. Donc concrètement, ils vont négocier, alors collectivement s'ils savent s'organiser, individuellement autrement, ils vont négocier avec le type qui les a considérés comme des esclaves depuis qu'ils sont nés, les conditions de la poursuite de la même activité. Donc, si vous voulez, si vous ne préparez pas la suite, l'abolition de l'esclavage, c'est une parole. Hein. Ça donne juste l'occasion de renégocier ce que chacun va réussir à renégocier, avec des différences, évidemment, selon les capacités de négociation des uns et des autres. Mais c'est évident qu'il y a des gens qui ont réussi à faire que ça continue comme avant. Et de fait, les Blancs du Sud se sont de surcroît organisés pour que les Noirs n'aient rien d'autre à faire que de rester dans les plantations. Voilà. Bon, et puis vous savez quand même que le problème des États-Unis, c'est que le racisme y a été. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a plus, hein, mais parce que je crois avoir compris quand même qu'il y a encore des petits problèmes de ce côté-là. Enfin, le racisme était monstrueux, monstrueusement pur. Les Noirs pouvaient pratiquement. Moi, l'un des sujets auxquels je me suis intéressé, c'est les Noirs qui ont été jockeys. Pourquoi? Parce qu'il y avait des paris sur les courses de chevaux, et donc je me suis intéressé au sujet. Dans les années 1890, il y a des Noirs qui se mettent à monter à cheval et qui font des très bons jockeys. Qu'est-ce que font les Blancs? Le premier truc qu'ils essaient de faire partout, c'est d'interdire aux Noirs de monter à cheval. Pourquoi? Parce que si les Noirs montent sur les chevaux, ils vont les rendre malades. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il y a un Noir qui réussit à faire un truc, comme c'est une concurrence pour les Blancs lui cassent les Blancs lui cassent les pattes pour pas qu'ils puissent continuer. C'est vraiment sans pitié. Bon, alors je reviens à mon affaire, un peu plus générale, qui est que on ne peut pas dire que les États-Unis, enfin, on ne peut pas dire que les Yankees, ce soient des braves gens qui, une fois qu'ils ont eu fini de massacrer les Indiens, quand même, il faut s'en souvenir, se sont contentés de prier et de produire du blé. D'accord. Le blé qu'ils produisaient, concrètement, ils le vendaient aux propriétaires des exploitations dans lesquelles il y avait des esclaves à nourrir. Et donc, concrètement, le Nord aussi a profité de l'esclavage. Alors, je ne suis pas là pour faire les comptes et présenter au président Trump la facture qu'il va falloir qu'il règle pour régler l'héritage de l'esclavage. Mais de toute façon, le problème de l'esclavage, comme tous les problèmes de justice sociale, c'est une plaie ouverte qui ne sera réglée que quand, ben, évidemment, on ne compensera pas l'atrocité de la vie de ceux qui ont connu la condition d'esclave, mais on ne résoudra le problème que quand les Noirs auront des opportunités égales aux Blancs aux États-Unis. Je dis les Noirs, mais excuse-moi, j'oublie les Indiens, les Hispaniques, les Juifs, enfin, bref, les femmes, les extraterrestres, c'est-à-dire que tous ceux qui peuvent considérer à juste titre qu'ils ont été discriminés dans cette affaire. Bon, alors, je ne vous dis pas quand ce sera fait, parce que c'est plus de l'histoire. Mais comprenez bien qu'il y a un vrai problème qui s'est noué là et qui n'a pas été réglé d'un coup de baguette magique. Bon, alors, on peut dire en rigolant que finalement, les États-Unis, ce serait l'Égypte qui aurait réussi. Ce serait l'Égypte qui aurait réussi. Pourquoi? Parce que eux, ils ont réussi avec le coton. Et surtout, ils ont réussi à forcer la main aux Anglais, puisque les Anglais leur ont envoyé quand même 2 fois des troupes. Parce que si vous vous souvenez bien, en 1812, les Anglais repartent faire la guerre contre les Américains et se font planter une 2e fois. Et là, il n'y a plus besoin des Français, qui sont très occupés par ailleurs en 1812, puisque si vous vous en souvenez bien, 1812, c'est la retraite de Russie. Donc, ce n'est pas le moment le plus glorieux de l'épopée napoléonienne. Et puis, c'est surtout pas le moment où Bonaparte a des troupes à envoyer aux États-Unis.
Voilà, donc de fait, c'est les États-Unis, c'est l'Égypte qui aurait réussi. Mais alors pourquoi est-ce que les États-Unis réussissent là où l'Égypte échoue? Bon, vous avez l'explication culturaliste à la noix qui consiste à dire ils sont blancs, ils sont protestants, ils sont plus jolis, ils ont des belles cravates. C'est certain que ça a fait la différence, mais peut-être pas entièrement. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que Hamilton lui-même, dès 1792, produit un rapport sur les manufactures. Et dans son rapport sur les manufactures, il jette les bases de ce qu'on a appelé après lui le système américain. C'est-à-dire qu'il explique en gros ce qui va faire la spécificité et la rapidité du développement américain. Un, c'est l'instruction généralisée, ce qui me permet de vous torturer, à vous raconter plein d'histoires dont vous ne voulez pas entendre parler. Deux, l'amélioration des transports pour développer le commerce. Et bon, ben ça, je crois qu'on en a déjà parlé. Alors, ce qui est amusant, c'est que à cette époque-là, dès 1792, Hamilton dit qu'il faut subventionner l'industrie. Pourquoi? Parce qu'il pense que l'industrie, c'est ce qui est nécessaire pour développer l'indépendance du pays. En gros, l'indépendance économique, c'est être capable de produire les biens technologiquement les plus avancés. Et donc, pour ça, Hamilton propose de subventionner littéralement l'industrie. Alors, c'est un truc que les États-Unis continuent à faire agréablement, d'accord? C'est que naturellement, quand on commande des avions de combat à Boeing, qui se trouvent aussi produire des avions civils, ça permet discrètement de faire de la subvention croisée, c'est-à-dire de subventionner l'activité de production d'avions civils en achetant des avions de combat. C'est malin, ça, n'est-ce pas? Mais donc, c'est pas parce que les États-Unis sont le pays du capitalisme triomphant que ils ne sont pas conscients de ce que c'est que la politique commerciale stratégique. Cela dit, cette idée de subvention à l'industrie, ça va en fait évoluer sous l'influence de James Madison en fait l'idée que le protectionnisme douanier va permettre le développement des industries dans l'enfance. Enfin, en gros, c'est pas tout à fait le mercantilisme classique qui consiste à dire faut pas dépenser, faut pas acheter à l'étranger, mais il faut lui vendre. C'est un truc qui consiste à dire il faut construire une position concurrence. Il faut en fait pouvoir être compétitif. Et pour pouvoir être compétitif, il faut permettre à l'industrie de se développer. Et à ce moment-là, on peut ensuite considérer l'allègement des barrières douanières. Bon, et puis il y a eu un autre rapport, enfin, il y a eu même deux rapports sur le crédit public qui soutenaient la création d'une banque nationale pour stabiliser la monnaie et pour favoriser le crédit, si bien qu'on retrouve les 4 points dont on a déjà parlé, l'instruction, la création du marché national unifié avec des transports, les barrières protectionnistes, l'instruction généralisée et la mobilisation du crédit à travers la construction d'un système financier. Sur ce dernier point, qui devrait être ma spécialité, mais dans les détails desquels je ne vais pas rentrer, l'histoire monétaire et financière des États-Unis, c'est un vrai bazar. Parce que comme vous le savez, les Américains font d'abord une première banque centrale et puis en fait, comme elle a le monopole d'émission des billets, il y a plein de gens qui ne sont pas contents du fait qu'il y ait un monopole, donc qui objectent au prolongement de ce monopole. Donc on fait une deuxième banque nationale et puis finalement le monopole est complètement supprimé. Il y a une époque de ce qu'on appelle la banque libre. La banque libre, c'est le moment où tout le monde peut émettre des billets. Et donc c'est un business impossible parce qu'il y a 6000 émetteurs de billets différents. Ça dure de 1836 à 1863. Et puis finalement, c'est au cœur de la guerre de sécession que l'Amérique du Nord récupère la création monétaire. Mais il va y avoir de création de la Banque centrale, de la Réserve fédérale qu'en 1913. Donc les marchés financiers américains, c'est un vrai bordel. Mais n'empêche que c'est un vrai bordel, mais il y a du marché financier. Voilà, il y a des bourses partout. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de retrouver, comme chez les témoins de l'époque, la théorisation et les causes de la révolution industrielle et du développement économique associé qu'on a vu chez les historiens comme Allen. En fait, Allen, il n'a pas été cherché nulle part. C'est-à-dire que de fait, c'est ce qu'on se dit depuis la fin du XVIIIe. Voilà. Alors, ces 4 points, donc ces 4 directions politiques qui ont caractérisé le développement industriel de l'Europe, ça va aussi caractériser le développement industriel des États-Unis, au point que Henry Clay, qui est donc un politique américain, qui est le promoteur d'un tarif douanier, qui considère qu'il faut du protectionnisme pour développer l'industrie,
il va parler de système américain pour désigner la réunion de quoi? Des trois derniers éléments, c'est-à-dire l'amélioration des transports, la création d'une banque nationale et le protectionnisme. Monsieur, Oui, j'aurais juste une question. Excusez-moi de vous déranger, mais pourquoi on appelle ça les quatre sœurs alors qu'il y a 5 lois? alors en fait c'est quatre puisque l'idée de subvention à l'industrie va être remplacée par l'idée de protectionnisme. Ah oui, L'idée d'accord, donc ça revient au même, quoi. Voilà, c'est-à-dire on Ok. remplace la subvention à l'industrie par le protectionnisme. Et donc, chez Henry Clay, le système américain, c'est pas la subvention à l'industrie, c'est l'amélioration des transports pour faciliter le commerce, le protectionnisme et la création d'une banque nationale. Et donc ça, il appelle ça le système américain. Mais alors c'est important parce que ça veut dire que dès 1833, ceux qui sont contre ceux qui sont contre le protectionnisme ne sont pas américains. Donc concrètement, le mode de développement du Sud avec l'esclavage et le commerce intégré avec le Royaume-Uni, c'est pas américain. Justement, c'est l'ancien mode colonial britannique. Ce qui est drôle quand on y pense, parce qu'on a vu que, en fait, le coton, c'est postérieur à l'indépendance américaine. Et donc, ce n'était pas une caractéristique de l'économie coloniale. Mais donc, dans la réécriture de l'histoire par Clay, le système américain, c'est le système qui développe sa propre industrie, alors que le système où il n'y a pas de protection douanière, le système de libre-échange, en quelque sorte, c'est pas américain, c'est colonial britannique. Très drôle, sachant quand même que les Américains deviendront libre-échangistes à partir de 1945. Bon, bref. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme vous savez. Alors, et concrètement, comment ça s'organise ce système américain? Du point de vue de l'éducation, alors l'éducation devient une prérogative du gouvernement extrêmement tard. D'accord. C'est-à-dire que la preuve d'ailleurs, c'est que l'éducation est absolument pas de la même nature au sud et au nord. Bon, alors évidemment, Clay d'un côté et Abraham Lincoln de l'autre, c'est-à-dire ceux qu'on va appeler les Whigs, mais qui seront à l'origine du Parti républicain, eux, ils sont à la fois contre l'esclavage et pour une éducation universelle sur le modèle Massachusetts, où il y a quoi? Où il y a une école primaire avec des instituteurs qui forment les gamins, et il y a une formation des instituteurs dans une école normale en gros, il y a une formation à deux niveaux, la formation des maîtres, et les maîtres qui forment ensuite les enfants, tous les enfants qui sont formés par les maîtres qui sont formés de manière homogène. Ce n'est pas totalement le modèle qui s'est imposé aux États-Unis, ou plutôt s'il s'est imposé, c'est dans chaque État. D'accord. Donc, mais il y a toujours cette complication aux États-Unis que comme c'est un système fédéral, les États ne font pas ce qu'ils veulent, mais typiquement les Jim Crow Laws, c'est pas une politique fédérale, c'est une politique des États du Sud. Donc la formation, la scolarisation obligatoire, ça n'est possible que après la guerre de sécession. C'est-à-dire qu'il y a que les républicains ont toujours eu l'idée de rendre ça obligatoire, mais de toute façon, il n'y a pas de politique de formation nationale avant la fin du 19e. Jusque-là, c'est les initiatives locales, avec donc une très grande diversité et des très grandes inégalités selon les États. Le développement du commerce, il se fait avec le développement d'infrastructures. Bon, les premières infrastructures, c'est évidemment les canaux. Et les canaux, c'est d'autant plus important que l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de relier la circulation côtière au Grand Lac, puisque très vite, il y a un développement, on entrevoit les possibilités de développement industriel sur la rive des Grands Lacs, la région de Détroit et la région de Chicago. Mais ça, il faut relier ça au système hydrographique, en particulier à la vallée de l'Hudson. Et ça, c'est fait, en gros, dès le premier quart du 19e siècle, avec le canal Erie, qui est en fait un premier canal qui va relier l'Hudson au lac Erie. C'est quand même un canal de 584 km avec 83 écluses. Donc, c'est quand même des travaux énormes. Bon. Ce canal va permettre de faire baisser de 90% les coûts de transport entre la région des lacs et la côte. Ce qui est amusant quand on trouve l'histoire économique, c'est que 90%, c'est la mesure universelle de tout. D'accord. C'est-à-dire que c'est la baisse du prix du sucre
en Europe au cours du XVIIe siècle, c'est la baisse des coûts de transport quand on construit un canal. On l'a vu, c'est la baisse des coûts de transport en moyenne au cours du XVIIIe, puis au cours du XIXe, puis au cours du XXe siècle. Bon, mais là, concrètement, il suffit d'un canal pour faire baisser de 90% les coûts de transport. Ceci dit, il faut juste faire attention au fait que le canal actuel entre l'Hudson et les Grands Lacs, c'est plus ce vieux canal Erie, enfin qui existe toujours, hein, mais qui est absolument pas plus au gabarit de la circulation actuelle. Et donc il y a un nouveau canal qui est le New York State Barge Canal qui a été reconstruit après 1918. Ce qui prouve d'ailleurs aussi que les canaux, ça continue d'être utilisé pendant très longtemps. Pour une raison évidente, qui est que, comme vous le savez, la région des Grands Lacs, c'est une région sidérurgique, enfin, c'est une région où c'est en particulier la région du développement de l'industrie automobile, hein, puisque le Michigan et l'Illinois, c'est quand même le cœur de la révolution automobile. Et donc l'automobile, ça ne se fabrique pas avec des plumes de canard, mais plutôt avec des métaux. Et donc il faut apporter du charbon et du minerai de métal, ou carrément des tôles qu'on produit plutôt dans les Appalaches. Et donc concrètement, il y a le développement de l'industrie automobile, ça a introduit une circulation entre la Pennsylvanie et la région des Grands Lacs. Voilà. Alors, en plus des canaux, on construit des routes. Alors, les routes, c'est plutôt dans la partie côtière, mais en fait, assez vite, on commence à faire des routes qui vont vers l'intérieur, d'accord, comme par exemple la route de Cumberland qui va du Maryland. Donc, le Maryland, c'est la région de Washington, hein, d'ici. D'accord, donc du Maryland vers l'Ohio, donc vers les Grands Lacs. Elle a été construite de 1811 à 1837 et elle a été construite avec des fonds fédéraux. Donc c'est l'État fédéral qui paye. C'est important parce que c'est l'une des premières routes qui soit couverte de macadam aux États-Unis, enfin, ou même tout court d'ailleurs. Et donc le macadam, c'est un revêtement des routes qui ressemble un peu à l'asphalte qu'on met sur les routes, nous, qui est de la famille des asphaltes, sauf que quand on parle d'asphalte, on pense aux sous-produits bitumineux, quoi, d'accord. L'asphalte, ça désigne le liant, alors que dans le macadam, ce à quoi on pense, c'est les petits graviers. D'accord, mais concrètement, c'est les deux. Ce qu'on met sur les routes, c'est des petits graviers dans un liant, ce qui permet d'égaliser la surface et d'avoir une route à la fois plane, d'avoir une route plane sur laquelle on peut se déplacer rapidement. Parce que les routes en macadam, c'est des routes qui sont empierrées ou des routes qui sont pavées. Et aller rouler rapidement sur une route pavée quand vous avez des roues sur lesquelles il n'y a pas de pneus, vous allez voir que ça fait assez mal au derrière. Donc, c'est des routes qui sont faites pour être parcourues, non pas à des vitesses supraluminiques, mais enfin quand même, l'idée, c'est d'avoir des routes qui sont technologiquement ce qu'il y a de mieux. Mais vous voyez quand même comme c'est long de faire des routes. C'est-à-dire qu'il faut 25 ans pour faire la route qui va du Maryland à l'Ohio. Et quand on est arrivé en Ohio, on n'est pas rendu dans l'Oregon, hein, donc on n'est pas rendu au Pacifique. Alors, l'importance des routes, elle est donc probablement moins grande pour le développement économique que celle des canaux, parce que les routes, c'est la circulation des personnes, les canaux, c'est la circulation des marchandises, avec une baisse des prix monstrueuse, comme on l'a vu. En revanche, les routes, elles ont une importance symbolique dans l'appropriation de l'espace, c'est-à-dire que c'est la représentation qu'on se fait de jusqu'où on peut aller. Et elles ont une interprétation, un caractère symbolique d'autant plus fort que l'un des tout premiers jeux vidéo, ça a été le Oregon Trail, donc la piste de l'Oregon, la route de l'Oregon. L'Oregon, vous savez, c'est l'État le plus au nord-ouest des États-Unis, qui est limitrophe du Canada et de la Colombie-Britannique. Et cet Oregon, non, parce qu'il y a l'État de Washington qui est plus au nord. Enfin bon, bref, c'est un État sur la côte pacifique, au-dessus de la Californie, d'accord. Et donc le jeu vidéo qui s'appelle Oregon Trail, qui a été créé en 1971, il est pas très important dans l'histoire des jeux vidéo, c'est pas le problème. C'est un jeu en mode texte. Pour la petite histoire et pour ceux que ça amuse, c'est une époque où, pour l'essentiel, les machines avaient des téléscripteurs et pas des écrans de contrôle. Et donc, de fait, on jouait à la piste de l'Oregon. Quand il a été développé sur des gros systèmes, vous n'aviez pas un micro-ordinateur à vous avec une visu, vous aviez juste un clavier avec un téléscripteur, et donc ce que vous tapiez, ça s'imprimait sur le téléscripteur, et la réponse du serveur se faisait sur le téléscripteur. Mais la raison pour laquelle c'est important, Oregon Trail, c'est que quand les écoles américaines ont commencé à avoir des micro-ordinateurs à la fin des années 70, quand il a commencé à y avoir des ordinateurs d'une taille telle qu'on pouvait les mettre dans des salles de classe, le premier jeu qui a été disponible et auquel ont joué tous les gamins,
c'est Oregon Trail. Et donc tous, ils ont fait la piste de l'Oregon et tous, ils sont partis de Boston pour aller jusqu'à Portland. Voilà. Et donc, du coup, c'est devenu un truc mythique. Mais c'est devenu un truc mythique, un peu comme mon affaire de Klondike. Il faut se méfier des mythes, parce que le vrai truc, ce qui a vraiment contribué à la baisse à la fois à l'augmentation du trafic commercial et à la baisse des prix des marchandises, c'est plutôt les canaux. Et d'ailleurs, en termes d'investissement, les canaux, ça n'a rien à voir. Mais c'est des investissements qui sont faits de manière privée parce qu'on prend des péages ensuite aux écluses. Voilà. Donc, développement des transports, là, c'est beaucoup plus clair que le développement de l'instruction parce qu'il y a des intérêts commerciaux immédiats et ça rapporte les canaux. Donc, il y a moyen de financer. Et puis, on parlera la semaine prochaine de la création d'une banque nationale. Je ne savais pas que j'avais déjà fait un paragraphe dessus, donc je vous ai déjà raconté. Mais je reprendrai là-dessus la semaine prochaine. Et en attendant, je vais vous souhaiter un bon appétit et une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine, non sans vous avoir remercié de votre attention. Au revoir, merci. Au revoir, monsieur. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur, revoir. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon week-end. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir.